Bienvenue sur Who You Gonna Call, le podcast qui démystifie le paranormal. Je suis chasseuse de fantômes et avec mes invités, nous décortiquons les phénomènes paranormaux emblématiques en rétablissant la vérité. Entre mythe et réalité, nous sommes là pour vous éclairer dans la joie et la bonne humeur. Allez, vous êtes prêts ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial puisque celui-ci est tourné en live un petit peu comme celui qu'on avait fait à Venise. Et avec moi, il y a deux personnes. Alors, une personne que vous connaissez déjà très bien puisque c'est cette chère Julie. Coucou Julie. Oui. Ça va, je pense, tu vas bien ? Ça va. C'était pour vérifier si tous vos tympans marchaient bien. Tu as toute la vaisselle partout qui a explosé, voilà. Et alors, vous entendez peut-être un petit rire dans le fond. Peut-être que vous l'avez reconnu, je ne sais pas. On a avec nous ce cher River James. Wouh! Attends, faut que je fasse pareil. Avec ma voix de crécelle. Voilà. Ça va. Ça va très très bien. Incroyable! Je suis trop contente d'être là. Mais... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait le podcast ensemble? Oh, au moins 2 ans. Plus, non? Le podcast a 3 ans, donc on a fait les premiers épisodes. Le podcast a 3 ans? Tu pensais plus ou moins? Mais plus? Non, il a 3 ans, je trouve ça déjà énorme. Moi, je trouve que le temps va beaucoup trop vite. Et là, on fait la 4e saison, donc on rentre dans la 4e année. D'accord. Et c'est vrai qu'on faisait les premiers épisodes avec toi. Après, j'en ai fait beaucoup avec Cécile. Après, Julie est arrivée. L'autre Julie est arrivée. Incroyable, tous ces gens. Et là, tout à l'heure, on se disait que Julie, justement, n'a jamais fait un épisode tous les 3. What the fuck? Jamais. Vous ne voyez pas les visages, mais les visages de... C'est notre premier. Oui. Trop bizarre. Non, mais parce que je suis pas dans votre groupe, c'est tout, donc très bien. Pas du tout. Donc on est ensemble là parce que demain on aura un Ghost Hunt et on en profite puisque déjà ça nous fait très plaisir de nous retrouver parce qu'on se voit pas non plus tous les 4 matins. Et on s'est dit mais on va en profiter pour partager cette joie avec tout le monde, parler de paranormal, tout ça, et puis on est sûr que ça vous fera plaisir parce que les gens qui viennent sur les Ghost Hunt nous connaissent tous les 3 ensemble. Mais les gens qui ne viennent pas sur les Ghost Hunt ne savent pas du tout ce que ça peut donner. Et voilà, vous allez voir, ça va être... Et bon courage. Bon courage pour cette prochaine heure. Bon, en tout cas, on espère que ça va vous faire plaisir. Nous, on est très, 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 très contents d'être tous ensemble. On est en train de boire nos petites tisanes, nos petits cafés. Et puis, on va papoter de paranormal. Première question, comment allez-vous ? Première question, comment allez-vous ? Bonjour le français. Moi ça va super. Plein de choses. Hâte d'être... Tu veux dire que tu as une actu ? De la breaking news ? Alors la breaking news je sais pas parce que l'actu que j'ai c'est la même actu que j'ai depuis plus d'1 an maintenant. Parce que What do you mean ? Parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas ton actu. Alors du coup avant de commencer ce podcast on parlait de cette... géniale époque et équipe qui était la Nuit du Chasseur. Oui. Et moi j'ai créé donc ma chaîne avec pas ma série mais mes séries depuis je crois 1 an et demi. Donc pour le para j'ai ma série où je vais enquêter seule ou éventuellement avec des invités mais c'est plus souvent seule qui s'appelle Fantôme. Et j'ai un autre format qui s'appelle Les histoires qui foutent la chair de poule, qui est en fait là juste du storytelling entre guillemets, donc il n'est pas question d'aller enquêter ou quoi au caisse, mais c'est des épisodes pendant lesquels je raconte des histoires, mais des histoires que j'ai trouvées sur internet. Donc ça peut être des threads Reddit, ça peut être une chaîne TikTok de quelqu'un qui partage les phénomènes qui se passent chez lui ou chez elle, etc. Et je raconte toute cette histoire du coup avec les supports que j'ai à ma disposition, donc ça peut être des photos, ce que les gens ont raconté. Et là, pour le coup, c'est vraiment, quand je dis du storytelling, c'est que je ne porte aucun crédit sur est-ce que l'histoire est réelle ou pas. Okay. Je suis vraiment là juste pour raconter l'histoire et se mettre un peu dans cette ambiance justement des livres de chair de poule qu'on avait quand on était plus jeune, sauf que c'est sur format vidéo. Donc ça c'est sur ma chaîne YouTube, donc River James Fantôme PH, et j'ai mon podcast aussi à côté, donc Phantoms and Everything Weird. On est sur tous les, comme vous, sur toutes les grosses plateformes. On a un compte Instagram, etc. Où comme je te disais justement, on a
a les Phantoms and Everything Weird, où on va parler d'un sujet vraiment para. Donc ça peut être un lieu, on a fait un épisode sur Waverly Hills, on a fait un épisode sur ce qu'on appelle le Patterson-Gimlin film, donc pour parler des Bigfoot, etc. Et on a un autre format qui s'appelle Never Ending Stories et qui ressemble un peu plus à ce qu'on fait là, c'est-à-dire c'est des discussions sur le paranormal, mais complètement ouvertes, avec ma co-animatrice, donc Cande, qui s'appelle sur les réseaux, si je fais pas d'erreur, Cande, si je fais une erreur, je suis désolée, je crois que c'est From Candy with Love, où on parle, mais de façon complètement ouverte, sans spécialité, et c'est vraiment une discussion entre nous. Donc voilà, j'ai tout ça, et puis les Ghost Hunt. Mais surtout ma chaîne, c'est surtout ma chaîne qui me prend beaucoup de temps. Donc évidemment, si vous ne suivez pas encore River Gems, c'est un scandale, pas tout de suite, vous arrêtez tout et vous vous abonnez à tout. Évidemment, vous passez le mot, vous le partagez en story, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien, merci beaucoup. Et toi, ma chère Julie ? Eh ben moi, ça va. Très bien. Alors, merci beaucoup, au revoir. Non, mais t'étais en train de nous dire, par exemple, que tu partais dans quelques jours où ça ? Oui, à Prague. Oh là là, est-ce que ça nous étonne ? Pas Je vais aller voir bébé Jésus. Il n'attend que moi. Tu n'as pas cette private joke. Il n'a pas la private joke. Je suis désolée. Comment tu résumes ça ? Si vous me dites que c'est un mec qui est déguisé en bébé dans et qui a une barbe et que tout le monde appelle bébé Jésus, ça craint. Pas du tout. Ça va être difficile à expliquer comme ça. Moi, je peux le résumer très facilement. Ah bah vas-y, je t'en prie. Donc on faisait la visite, tu sais, avant de faire le séjour organisé, on a fait un séjour tous les deux pour qu'elle me montre un petit peu ses talents de conteuse. Et elle m'emmène sur un point, elle me dit, viens, je t'emmène voir bébé Jésus. On arrive devant, on est sur le pont Charles, c'est ça ? Oui. Le pont Charles qui est le plus grand pont magnifique de Prague et tout. Et on arrive devant une sorte de... c'est pas une statue, c'est une sorte de... c'est pas une gravure non plus. Non, c'est une espèce de stèle en cuivre. Qui porte bonheur, qu'il faut toucher, qui représente un homme allongé. C'est un autre homme, c'est Nepomucène mort. Ce n'est pas un bébé, ce n'est pas Jésus. Et pour elle, dans sa tête, elle voyait un bébé Jésus. Et je la regarde et je fais, mais pourquoi bébé Jésus ? Tu sais pas, du coup, c'était un bébé, c'était Jésus, quoi. Ouais, c'était Nepomucène. Très bien, c'est une histoire tragique en plus, quand même. Oui, mais horrible, il s'était jeté du pont, quoi. Il s'était jeté du pont après qu'on lui ait coupé la langue, quand même. C'est-à-dire qu'il se fait couper la langue, il est jeté du pont, et même après tout ça, le mec, on l'appelle même pas par son nom, quoi. C'est-à-dire qu'on continue à l'appeler bébé Jésus, quoi. Très bien. Zéro rapport. Et du coup, c'est resté, quand on a fait le circuit, du coup, tout le monde est rentré dans le délire de bébé Jésus. Sur le podcast, on en a parlé, donc tout le monde sait pour bébé Jésus. Voilà, maintenant tu sais. D'accord. Tu n'hésiteras pas à aller sur le pont Charles et toucher bébé Jésus, ça porte bonheur. Voilà, demain. Exactement. Qu'est-ce que tu vas faire de nouveau à Prague ? Je sais pas si je vais faire quelque chose de nouveau, mais ce qui est sûr, c'est que je vais aller remplir ma valise de pain d'épices, bien entendu. Et de Père Noël. Mais c'est pas Noël. Mais oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le Julie, c'est tous les jours Noël. Non, mais d'accord, mais à Prague, il y a des trucs de Noël. À Prague, il y a une boutique, dans le centre-ville qui vend des Pères Noël sculptés sur bois fait main et peint, en fait. Ils sont très beaux, mais d'accord. Voilà, quoi. Bon, voilà quoi. Dis-lui oui, dis d'accord. D'accord, ok. D'accord. Tu connais ma passion pour Noël. Et en fait, je les collectionne, ces Pères Noël-là. Et à chaque fois que je vais à Prague, j'en ramène un. Et t'en as combien ? Je dois bien avoir une dizaine maintenant. Ah, sympa. La déco, c'est bien. Très cher. Sachant que tu donnes un rein. C'est minimum, je crois que le prix minimum c'est 200-250 la bouteille de coca. Tu sais, je suis Pearl Jam en tournée très régulièrement, il n'y a pas de prix à mettre sur les passions. C'est vrai. Mais imagine une étagère remplie de bouteilles de coca de Papa Noël. Je sais pas comment je le vivrais au quotidien. Et quand on y est allé ensemble avec Vanessa, la pauvre, je crois que je t'ai fait boiroter, je sais pas, 1 heure. Mais moi j'aime bien parce qu'en effet t'es hyper passionnée. Oui, tellement indécise. Parce que comme ils sont tous faits main, ils sont tous différents. Ouais, ça doit être hyper beau. Ça doit être beau. Je te mets horrible et tout. Non, je trouve ça. Est-ce que t'as la carte de. J'aime encore une carte de fidélité de la boutique. Tu veux rire ? Le mec te connaît. La dame me connaît et elle me fait une réduction à chaque fois. Et la dernière fois que je suis venue, en fait, je suis venue deux fois d'affilée pratiquement à quelques mois près. La première fois, je suis venue
avec ma mère en fait. Et la deuxième fois, je suis venue avec Tony. Et quand je suis revenue avec Tony, elle me dit la fille française qui est venue avec la vieille dame. Oh merde. Donc ça a fait très plaisir à ma mère quand je l'ai raconté. Merde. Et je lui ai dit oui. Et du coup, à chaque fois, elle me fait entre 20 et 25%. C'est énorme. C'est une grosse Le prix réduction, aussi, la énorme. vache. Ouais. Et à chaque fois qu'elle me voit, elle me chante Je suis malade de Lara Fabian. Parce que c'est la seule chanson française qu'elle connaît, je ne sais pas pourquoi. Bah, elle a confondu, c'est Lara Fabian, la vieille dame, en fait. Elle a confondu avec ta mère, c'est tout. Voilà. Tu le diras à ta mère, ça lui remontera le moral. Très bien. Continuons. Dit-elle en prenant sa Et petite... toi, ma chère Vanessa, comment vas-tu? Oui, c'est vrai, personne te demande comment ça va. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Écoutez, je vais très bien. Je suis sur le point de partir en voyage également, mais c'est pas la semaine prochaine, c'est dans un mois. Tu vas où? En Louisiane. Mais non. Chance, mon cœur saigne. Tu vas faire quoi? Me dis pas, je sens que je vais mourir. Me dis Je pas. vais manger des beignets, wesh. Et je vais... Quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut pas que je te Je dise? sais pas. Tu vas faire des liantés ou pas? Je vais faire The Myrtles. Je vais pleurer. Tu vas faire des Myrtles? Oui. Oh putain. Et je vais faire des ghost tours. Et là, je suis en train de voir si je peux pas faire une enquête sur Nola. Après, il y a beaucoup de bayous, il y a beaucoup de machins. C'est très touristique, hein, des trucs autour du jazz, tout ça. Mais bien évidemment, c'est choper l'ambiance de la Louisiane et puis revenir avec quelques petits filtres après avoir rencontré des prêtresses vaudou. Mais non, ouais, ça va être le premier séjour. Je t'avoue, j'ai une sorte d'excitation et de crainte parce que je sais que la Louisiane, c'est aussi... c'est un territoire qui est particulier, tu vois. Moi qui ai beaucoup voyagé aux États-Unis, Ouais, complètement. il y a plein d'endroits qui sont hyper safe et la Louisiane, ça reste encore un peu sauvage. Et c'est très bien comme ça. Tu vois, faut pas non plus que tous les territoires soient complètement maîtrisés. Mais du coup, on part vraiment... ça me rappelle un petit peu les séjours, tu vois, que j'ai pu faire dans d'autres pays qui étaient, tu sais, où tu pars vraiment à l'aventure. Là, je considère pas que je pars en vacances, je pars faire une aventure. En fait, on est sur un road trip où on traverse toute la Louisiane et je pars avec une copine parce que pour ce séjour, je me sentais pas de partir seule. Ouais, Donc, je voyage vraiment seule, là, celui-ci. Et puis, je pense que c'est un truc de partage, mais déjà, moi, j'ai prévu de manger 10 kilos de beignets, vraiment. Ouais, c'est clair. Donc, Si j'étais venue avec toi, tu sais où je t'aurais traîné. Alors, Myrtle, c'est sûr. Mais finalement, la Louisiane, je me demande si ce qui m'intéresse, c'est pas plus le loup-garou que les fantômes. il est de quel côté? Il est partout en Louisiane. Il est partout. Ah, c'est vraiment le Mais cryptide. au niveau des bayous ou au niveau des terres? Ah oui, bien sûr. Bah, il y a des gens qui disent l'avoir... Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un cryptide qui s'approcherait de ce qu'on connaît comme le dogman d'un loup-garou, en gros. Il est vu par des gens dans des territoires plutôt ruraux, mais aussi s'approchant de villes, quand même. Ah ouais? Ouais. Et il y a des attaques? Bah oui, après, il faut croire ou pas les témoins, mais il y a des gens qui ont dit déjà été attaqués. Alors, il n'y a pas de mort, si tu veux, mais il y a des gens, oui, qui se sont fait... attaqué, plaqué au sol et ce genre de choses. Et c'est vraiment que en Louisiane? C'est que en Louisiane. C'est typiquement en Louisiane et ça se reconnaît ne serait-ce que par le nom, parce que loup-garou, c'est pour le français loup-garou, qui a été du coup déformé là-bas et qui est devenu loup-garou. Incroyable, incroyable, c'est trop drôle. Ok. Eh ben écoute... Donc si t'en croises un, tu le mets dans ta valise, tu me le ramènes. Donc on part aussi tous les trois voilà, chasser le loup-garou. La Louisiane, hein, on le sait, ça, la Louisiane, on aimerait bien. Il y a 2-3 endroits comme ça. Chacune des spécialités. Ouais, c'est sûr qu'on aimerait faire. Bah évidemment, moi je veux aller au cimetière, je veux aller me recueillir sur la tombe de Marie Laveau et je veux aller zioter la maison des Lalaurie, évidemment. Évidemment. De loin, parce que c'était pas très gentil cette dame. Ouais, moi tu vois, la Laurie, c'est pas sexy du tout pour moi. Ah bah non, c'est pas sexy. Non, je veux dire, j'irais même pas. Ah ouais, tu vois, vrai. Non. C'est typiquement, alors ça c'est vraiment une question de principe ou quoi ou qu'est-ce, c'est le genre de lieu dans lequel je n'enquêterais pas. Pas enquêter, mais aller regarder autour. Moi je suis assez aussi. Moi, ça me va très bien. J'avais une discussion il y a pas... On va aller dans des sujets un peu graves, mais j'avais une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un sur est-ce qu'il faut ou pas aller visiter les camps de concentration. Et en gros, en tant que personne concernée, je disais non. Moi, je trouve pas ça normal, en fait, que ce soit ouvert. Pour moi, on devrait pouvoir aller les visiter si on est concerné. C'est-à-dire si on a de la famille qui est décédée, etc., etc. Et je suis pas en train de faire tu vois, je suis pas en train de dire la maison, la Laurie, il y a eu beaucoup moins de morts, bien évidemment. C'est pas pareil. Mais en termes de cruauté et de choses comme ça,
c'est un lieu dans lequel je ne voudrais pas aller, en fait. Vraiment. Mais alors, tu vois, c'est intéressant parce que c'est un débat qu'on a eu avec la copine avec qui je pars. D'accord. Parce que en Louisiane, il y a beaucoup de maisons d'anciennes plantations que tu peux visiter. Entre autres, il y en a une très connue qui s'appelle Ocala. Mais il y en a une à Myrtle. Je crois que sur Myrtle, il y a encore la maison. C'est une maison de plantation, mais Myrtle, on va dire que c'est un peu différent parce que moi j'y vais pour le fantôme, les fantômes. Ocala, qui est le lieu touristique le plus connu. Après beaucoup de débats, et c'est surtout moi qui voulais pas, j'ai essayé d'expliquer à ma copine que moi je ne pouvais pas aller dans un lieu comme ça. Elle me disait oui, mais tu sais, c'est un travail de mémoire, c'est un travail d'histoire, machin. Je fais oui, mais de quoi on parle ? On parle d'esclavage, on parle de personnes qui ont souffert, on parle de personnes qu'on a martyrisées, qu'on a tuées, tout ça parce qu'ils avaient une couleur de peau différente. Pour moi, c'est de l'histoire, mais c'est pas de l'histoire qu'on doit se remémorer et donner des millions d'argent. Exactement. Ouais. Pas comme ça et pas... je vais essayer de bien tourner mon truc pour pas que ce soit mal compris, mais en tout cas, si l'histoire doit être racontée, c'est certainement pas par des colonisateurs. Exactement. Non seulement, et puis c'est-à-dire que je pense que si c'est pas du tout contre ta pote, je la connais pas du tout, mais si ta démarche c'est de dire je vais aller dans un lieu comme ça parce que l'histoire c'est important de s'en souvenir, mais que t'as pas lu 500 livres avant sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, c'est pas vrai. Et puis tu vas pour voir le lieu en fait. On est d'accord. Et pour moi c'est la même chose sur les camps de concentration. Les gens qui vont en disant non mais c'est important d'apprendre, non, tu n'as pas besoin d'aller à Auschwitz, tu as les livres. T'as pas besoin de ça en fait. Pour moi c'est du sensationnalisme. Si pour être choqué par une situation t'as besoin de voir la machine à torture ou la cave dans laquelle a été enfermé l'esclave, c'est pas de l'empathie, je suis désolée. Je vais faire un parallèle un peu qui va sembler hors sujet, mais c'est comme les gens. Il y a un type de tourisme maintenant qui fait qu'il y a des gens qui vont visiter des bidonvilles pour voir comment ça se passe, pour voir c'est quoi la pauvreté. C'est la même chose, c'est horrible. Bah non, en fait. Parce que là, tu te balades avec ton beau van, machin et tout, et tu viens regarder un petit peu comme si t'étais au zoo. C'est pas possible, en fait, de faire des trucs comme ça. Moi, je suis contre ce type de tourisme. Et puis, c'est pas vrai, les gens qui font ça rentrent pas chez eux en ayant une démarche différente. Enfin, tu vois, je suis pas persuadée que tous les gens qui passent pour aller visiter, par exemple, ce type de lieu ou un camp de concentration rentrent chez eux et font de leur cheval de bataille de se battre contre le racisme ou l'antisémitisme. C'est pas vrai. Ils rentrent chez eux avec des photos dans leur iPhone en disant ça m'a perturbé, ça m'a choqué, j'ai pleuré et c'est peut-être c'est valide. Mais si cette peine-là, tu n'en fais rien dans ton quotidien, c'est de la merde, selon moi. Je te vois un peu chez la tête. Je vois que t'es pas d'accord avec nous, c'est intéressant. Si, je suis assez d'accord avec vous. Alors, bon, pour avoir... je suis concernée, parce que forcément, j'ai une partie de ma famille tchèque qui a été déportée à Treblinka, donc qui est décédée là-bas. J'ai pas visité Treblinka, par contre, je suis pas allée. Je suis allée à Auschwitz. Oui, mais pour moi, t'es concernée, en fait, donc c'est pas pareil. C'est vrai que voilà, je suis allée à Auschwitz, et moi, ce que j'en ai retiré, en tout cas Alors, j'ai pas pris de photos, je fais partie des personnes qui estiment que j'ai pas besoin de prendre de photos de ce lieu, enfin voilà, parce qu'effectivement, je comprends pas l'idée de prendre des photos, en réalité. Surtout que, enfin, vous voyez, il y a des choses où... Enfin, bon, bref, voilà, je comprends pas par rapport à ce qui est exposé, qu'on a envie de prendre des photos des cheveux ou des valises ou des choses qui ont appartenu. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu obscur. Par contre, pour le coup, moi, j'ai vécu ça, oui, comme un devoir de mémoire. Alors, oui et non, oui, forcément, parce que je me sens concernée. Mais... en fait, je crois que le fait d'être sur place, jamais je me serais rendu compte réellement de ce que c'était et de ce qu'ont pu vivre tous ces gens, alors ma famille inclus, bien évidemment, quand je dis ça, il y a vraiment une autre dimension que tu peux pas apprendre par les livres. Enfin, je sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais il y a vraiment un truc que quand t'es dedans, déjà ça te marque à vie, vraiment. Enfin, moi, je pense que ça me marque à vie. J'ai encore, pour moi, c'était il y a des années et c'est comme si c'était hier. Je me rappelle absolument de tout, de toutes les sensations que j'ai vécues sur place, de vraiment, voilà. Alors, je sais que dans la visite, à un moment donné, on passe dans une cave qui a servi de four, en fait. Enfin, voilà, pas de four, pardon. J'ai perdu le mot. Oui, on a compris. Bon, bref, vous avez compris. Crématoire, mais pour les gens. Quoi. Ouais, enfin voilà. Dans lequel j'ai pas pu rester, où je suis rentrée, je suis ressortie aussi sec, parce que pour moi, effectivement, c'était... Parce que dans la visite, ils te font entrer dans... Ouais.
Tu vois, ça pour moi, c'est un peu... Non, mais de toute façon, pour moi, rentrer dedans, c'est pas normal. Mais, toi, je suis désolée, je te considère comme concernée, donc je trouve ça normal que tu sois allée. Mais bon, enfin voilà, mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose où, si tu l'as pas vécu, effectivement, tu... Et même moi, j'arrive pas à trouver les bons mots en fait. Je sais pas si je vais dire les bons mots, donc ça m'ennuie parce que j'allais dire tu peux qu'imaginer, mais même moi j'imagine seulement, enfin voilà, parce que tu l'as pas vécu et donc tu peux pas savoir, mais c'est vrai que ça donne une autre dimension d'être sur place et de voir et d'essayer de comprendre l'incompréhensible en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de mots je comprends, et à la fois je me dis... Alors, c'est plus sur la pensée, c'est pas personnel. Hein. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Parce que je comprends que toi, en effet, tu dis c'est un truc qui t'a marqué à vie, machin, tu comprends mieux ce qui s'est passé sur place, ok. Et après, c'est ça, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu en fais derrière, en fait ? Est-ce que c'est un levier d'action pour quelque Exactement. chose ? Est-ce que c'est juste... Dire je suis marqué à vie. T'es marqué à vie forcément sachant qu'une partie de ta famille a vécu ça. Donc ça, c'est la partie concernée dont je parle qui est extrêmement importante. Moi, je pourrais pas. Moi, j'ai de la famille qui est morte à Auschwitz, par exemple. Je pense que j'aurais le droit d'y aller. Je le ferai pas parce que je vais cramer l'endroit, je pense. Mais tu vois, tu dis, je suis marqué à vie. Je ne parle pas de toi. On peut faire des statistiques. On peut parler de statistiques. On peut regarder combien il y a de gens qui vont visiter ces camps de concentration ou ces maisons où ont vécu des esclaves par an. Et se dire de façon extrêmement simple, si tous les gens qui étaient passés là-bas avaient agi dans leur vie après, en réaction à ce qu'ils avaient vu, il n'y aurait plus d'extrême droite, il n'y aurait plus de Trump. On ne laisserait jamais faire ces choses-là. Et pour moi, c'est comme si quelqu'un te disait, si tu lis la phrase « le feu, ça brûle », tu vas pas comprendre que ça brûle tant qu'on n'aura pas allumé un briquet sur ta peau. Non, on te dit « le feu, ça brûle, c'est dangereux », t'as pas besoin d'aller voir le feu pour comprendre. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'il y a vraiment un côté... même les gens qui vont te dire... tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, j'ai fait que pleurer, j'ai fait nanana. C'est bien, t'as été voté le lendemain ? T'as pas été voté. T'as été regardé si les gens dans les cités, ils avaient besoin de toi. T'as pas été regardé. T'as arrêté de manger des animaux ? T'as pas arrêté. Enfin, tu vois. Et ça, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et j'ai encore plus de mal avec la glamourisation. Et ça, c'est un scandale. Alors, j'entends que tu l'as pas fait. Et moi, mon problème avec les photos, il est là-dedans. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi parce que alors, je me souviens quand on y était avec Tony, j'ai été profondément choquée. Alors, ça aurait pu être n'importe qui. Voilà, c'était des touristes espagnols, je crois, qui se prenaient en selfie avec, tu sais, les doigts enlevés devant le portail, en fait, d'entrée. Non, et ça, c'est un truc ça me fait gerber, et bon, en fait. ces photos-là, elles sont courantes. Hein. Là, moi, je les ai vues, mais il y en a plein d'autres qui circulent sur Internet et c'est quelque chose que je comprends absolument pas, en fait. Mais même sans aller dans cet extrême-là, parce que ce dont tu parles, c'est un extrême, même dans un plus juste truc, il y a un youtubeur que je vais pas citer, t'inquiète pas. Oh là là, oui, bah oui. Qui est spécialisé qui était pas spécialisé dedans, mais qui a décidé de se spécialiser dedans, il fait ce qu'il veut, qui a fait un reportage sur un camp de concentration, je sais pas lequel, parce que j'ai vu la photo et j'ai fermé tout de suite, sinon j'allais tuer quelqu'un, et qui a juste fait une jolie couverture pour son reportage. Et la couverture, c'est lui devant l'entrée de ce truc. Et il n'y a rien, c'est pas un selfie, c'est une belle photo artistique où il est habillé en noir, etc. Mais c'est déjà une glamourisation du truc, en fait. Tu veux prendre une photo, déjà je suis contre. Mais à la limite, prends-la, sors de la photo, en fait. On s'en fout de toi. T'es pas là pour parler de toi. Et ça m'a débecté. Et je me permets du coup encore une autre transition, mais cette fois-ci paranormale. Enquêter à Auschwitz. Jamais l'œil. Non, non plus. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas enquêter à Auschwitz, mais qu'on peut aller enquêter dans un château où il peut y avoir eu un massacre ? Alors, c'est hyper intéressant parce que je pense que la frontière, elle est plus que mince. Vraiment. L'éthique. Je pense qu'elle est... oui, l'éthique. Complètement. Je pense qu'elle est vraiment plus que mince. Mais dans ma tête, elle est quand même assez tranchée. C'est-à-dire que ce qui va faire que je vais décider ou pas d'aller dans un endroit, c'est si il y a eu quelque chose de systémique. Moi, c'est le systémique qui va faire que je vais me dire là, non. Parce qu'une histoire, par exemple, un château où il y a eu, je sais pas moi, des morts, une histoire tragique, etc., c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un lieu, etc. Si ça devient systémique, ça veut dire qu'on a traité les gens de façon non humaine, que les gens sont devenus des chiffres, etc. Et moi, c'est ça qui va faire que non. Uniquement. Ce qui est déjà une très bonne raison. Mais parce qu'il faut poser une frontière quelque part. Après, voilà, c'est mince, hein, mais... Est-ce que l'échelle du temps
par exemple, je vais te mettre dans une situation que tu vas très vite comprendre. On t'invite à venir enquêter dans un lieu qu'on dit hanté parce qu'une famille entière a été tuée il y a 10 ans. Tu y vas ? Non. Pourquoi ? Parce que de la même façon, si c'est une famille entière, il y a un truc qui du coup appartient un peu à cette famille. Et je vais me sentir... Alors, vous le savez, quand on enquête, on se sent jamais chez soi. On dit tout le temps, on sait qu'on n'est pas chez nous, qu'on est chez vous, etc. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus fort, je trouve. Il y a quasiment une porte invisible qui te dit, tu ne fais pas partie de cette histoire de la famille. Et même si tu essayes d'enregistrer l'histoire de cette famille, tu n'arriveras pas à la retranscrire parce que tu ne la comprendras pas. Et du coup, non. Ok. Alors, pour le coup, pour être allée à Auschwitz... Là, on parle d'enquêter. Oui. Alors, je fais juste... c'est que t'as vécu un truc. Ouais, j'ai vécu alors, du coup, pour le coup, c'est très bizarre parce qu'en fait, sur le site d'Auschwitz, donc on parle toujours de Auschwitz, mais c'est Auschwitz-Birkenau. Donc, il y a le premier camp qui est Birkenau et ensuite, il y a Auschwitz. Auschwitz, c'est là où il y avait effectivement toute la partie des fours crématoires. Je trouve que à Auschwitz même, il règne un calme et une douceur absolument incroyable dans ce lieu. Mais vraiment, voilà. Alors qu'à Birkenau, j'ai vécu l'enfer dans ce lieu. Le guide que nous on avait nous racontait qu'il faisait venir tous les ans des médiums chasseurs d'âmes. La gerbe. Alors, ça m'en ouf. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Oh là 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 là. Pour le coup. Lui disait que voilà, alors je pense que eux dans leur esprit ça part d'une bonne intention. Ah mais c'est sûr. Voilà, c'est pour aider les âmes à partir de ce lieu qu'ils estiment absolument horrible, etc., etc. Encore une fois, alors je prétends pas tout savoir, mais il régnait vraiment un calme absolument très étrange à Auschwitz. Non, j'y enquêterai pas parce que là, en fait. Un peu comme toi, River James, mais on parle vraiment d'un génocide à une échelle juste inimaginable, en fait. On parle même pas, tu vois, là, c'est même pas une famille de 10 personnes est morte, on parle d'un truc tellement à grandeur inhumaine, irréelle, impensable que... je pense que j'aurais même pas envie, et puis en plus enquêter pour quoi faire là, du coup, pour ressentir des choses tellement horribles que j'ai pas du tout envie de ressentir, ou tu vois, que j'ai pas envie de vivre par procuration, non, ça me mettrait trop mal à l'aise en fait, tu vois. Ouais. Et puis peut-être que là du coup le côté histoire familiale fait que j'aurais peut-être pas envie de... voilà, j'aurais peut-être pas envie d'aller au bout de cette démarche. Il y a tout un truc qui est intéressant parce que je trouve que dans le paranormal, on se pose trop rarement la question de l'éthique. Et souvent, on oublie quand on va dans des lieux, c'est hanté, c'est les fantômes, oui, on a peur, machin, nanan. Ok, avant les fantômes, c'est des gens qui sont morts. Comment ils sont morts ? Et tu vois, j'ai l'impression que quand les gens racontent les histoires, alors souvent c'est sur des lieux où on va parler de morts qui ont eu lieu il y a 100, 200 ans et c'est pas palpable. Donc je pense que ça passe pour les gens, parce que il y a peut-être plus de descendants, ou en tout cas il n'y en a pas direct. Quand on pense à des lieux comme Auschwitz, ou comme les plantations par exemple, on est quand même sur des dates très récentes que nos grands-parents ont pu connaître. On a peut-être même des liens avec des membres de nos familles qui ont vécu des horreurs comme ça. Et du coup, c'est difficile de se projeter dans des lieux comme ça. Moi, je vais associer à ça aussi les lieux où il y a eu des mortes récentes, des crimes récents, des horreurs. Moi, tout ce qui est true crime, tout ça, machin, je sais qu'aux États-Unis, il y a des enquêteurs qui se spécialisent là-dedans et qui vont enquêter dans des maisons true crime. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, je ne comprends pas. C'est une catastrophe. D'un point de vue éthique, c'est une catastrophe. Et en ce moment, il y a un débat qui est très très intéressant sur Twitter, alors du point de vue des Américains, qui est que à quel moment, en effet, on place l'éthique et à quel moment ça devient acceptable ou non de vouloir faire des vues et jusqu'où on peut aller. Et là, apparemment, le grand débat, c'était... Alors, j'avoue, j'ai pas fait mes recherches, mais il y aurait un groupe d'enquêteurs très connus qui serait allé dans un lieu où il y a une mort très récente et une mort affreuse. Et du coup, tout le monde débat là-dessus en se disant « mais c'est pas normal, machin, nanan et tout ». Au même titre que moi dernièrement, alors je vais pas citer son nom, juste par respect de sa personne, mais il y a un urbexeur que je suis, qui est peut-être le seul en plus, et du coup j'étais un peu... Ça m'a un petit peu foudroyée, qui est tombé dans un lieu où apparemment la personne était morte il y a peut-être une dizaine d'années, mais de façon assez brute, et en fait il en a fait un petit peu son fonds de commerce dans la vidéo. Regardez comment il est mort, c'est terrible, regardez dans les conditions dans lesquelles il vivait, machin.
Ça, pour moi, c'est pas possible. Et pourtant, c'est pas de l'enquête, c'est de l'urbex. Je trouve ça très compliqué de surfer sur cette vague, tout ça pour avoir des vues. Et une fois de plus, je dis pas que cette personne est mauvaise. Ça part peut-être d'un bon sentiment d'empathie, de vouloir montrer quelque chose. Mais je trouve que c'est très maladroit. Et nous, du coup, quand on se pose vraiment la question de l'éthique en paranormal, bah, finalement, quand tu réfléchis bien, c'est dur de trouver un lieu où, éthiquement parlant, on est bon, en fait. Parce que même les châteaux où on peut aller, des fois, on le sait dans les histoires, ne serait-ce que le lieu où on sera demain, l'abbaye de Fontaine-Guérard. Oui, bien sûr qu'il y a 800 ans qui nous séparent entre ce crime atroce, mais il y a eu un crime atroce. Et j'en parle tout le temps, parce que ça fait partie de l'histoire, et que pour moi, je fais mon devoir de mémoire. Mais est-ce que je fais vraiment mon devoir de mémoire ? Est-ce que je suis pas en train de... le mot très important, et tu l'as dit, c'est historique. C'est-à-dire que tu as complètement raison dans ce que tu dis. C'est-à-dire que voilà, demain on est à Fontaine-Guérard, il faut bien penser que Marie de Ferrières, elle avait un père, une mère, tu vois, et des descendants. Pour nous, c'est Marie de Ferrières. Il y a des gens pour qui c'était Tata. Et pour qui c'était... Donc ça, complètement d'accord avec toi. Mais je pense que peut-être qu'inconsciemment, on s'arrête à ce truc de lieu historique. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas dans la maison, dans une petite maison familiale où il y avait papa, maman, ou papa, maman, maman, ou des enfants, quoi, on est dans un lieu où on va... C'est l'histoire. Tu vois, et c'est l'histoire. Et je pense inconsciemment qu'on s'arrête là-dessus, en fait. Selon moi. Je me suis jamais posé la question, mais là... Et c'est ce qui fait que c'est plus ou moins acceptable, en effet. Mais c'est vrai, quand tu prends un peu de recul, finalement, tu dis, ouais, en fait, finalement, même si l'histoire a 800 ans, surfer sur l'histoire de Marie de Ferrières pour... Même si toi, en racontant son histoire, t'as l'impression que tu fais bien parce que tu rétablis un peu la justice et l'horreur qui s'est passée à l'époque, ouais, bah, il n'empêche que derrière t'enquêtes et t'essayes de communiquer avec elle. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, tu vois ? Et c'est vrai que je dis ça alors que j'ai fait ça des dizaines de fois. Mais du coup, c'est vrai que c'est une vraie question à se poser et que je pense que très peu de gens le font, de se poser de, ok, éthiquement parlant, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire, tu vois, dans mon enquête ? Est-ce que ce lieu, je fais bien d'y aller ? Est-ce que je fais ça juste pour les vues ou est-ce que je fais ça d'un point de vue éthique ? Et la frontière vraiment éthique acceptable est vraiment fine, comme tu disais tout à l'heure, et c'est très compliqué. Et en plus, je pense que c'est une question de point de vue, c'est très subjectif, ne serait-ce que là, on n'était pas forcément d'accord sur tout. Complètement. Et on n'aura peut-être pas le même avis dans 2 ans. Exactement. Ton avis, c'est un truc qui passe, en fait. Donc, exactement. Est-ce que la solution à ça, ce serait pas... Et je sais que c'est quelque chose qu'on a déjà essayé de faire. Mais tu vois, on en parle... Et c'est ce que je disais par rapport au compte concentration, faut pas juste qu'on en parle, faut qu'il y ait quelque chose qui découle de cette discussion, il faut qu'on ait des idées sur comment améliorer ça, parce que t'as raison, c'est problématique. Est-ce qu'une des solutions, ce serait pas de ne jamais essayer d'interagir avec une personne en particulier ? C'est-à-dire, on l'a déjà fait sur certains lieux, se dire, voilà, on connaît l'histoire de ce lieu, on a des noms, on a des dates, on les utilise pas, en fait. Et la personne qui veut venir nous parler, vient nous parler. Est-ce que ce serait pas déjà une façon de, tu vois, de ne pas se servir des gens comme ça et effectivement de les nommer et déjà peut-être de les appeler, on n'en sait rien, ça se trouve ça les appelle, on sait pas et personne ne le sait, mais c'est pas très poli. Et puis est-ce que tu vois finalement laisser la porte ouverte aux gens qui veulent venir, parce qu'on dit déjà des choses telles que si vous ne voulez pas interagir avec nous c'est ok, il n'y a aucun problème et nous on s'en va et voilà. Je sais pas, ça peut être une solution. En fait, je pense que c'est un package, c'est un tout, parce que évidemment, il y a... Alors après, tu vas me dire, forcément, c'est un peu corrélé, mais il y a l'éthique, mais il y a aussi les personnes, comme on est, et ce qu'on en fait aussi, comment on enquête. Normalement, si tu as un peu d'éthique, logiquement, tu es censé être bienveillant dans la manière dont tu enquêtes. Mais bon, partons du postulat que c'est pas certain partout, mais il y a ça aussi, je veux dire... moi, vous le savez, je suis moins sur... je regarde personne, en fait, à part vous, parce que vous êtes mes idoles. Bien évidemment, tu n'avais pas besoin de le dire. Petit autographe. Je précise pour toutes les personnes qui nous écoutent que c'est vrai que je regarde pas ces vidéos-là parce que ça m'intéresse pas de fou, quoi, en fait, à part les vôtres, mais parce que vous, je vous connais et je sais qu'on a plus ou moins effectivement la même éthique et qu'on a plus ou moins la même façon bienveillante d'enquêter, voilà, mais... j'ai déjà vu passer 2-3 trucs où ça me pose des points d'interrogation sur la façon dont comment sont les gens dans la vie, si déjà en enquête c'est assez particulier parfois, un peu violent, un peu pas bienveillant, un peu, je pense que c'est ça, c'est un package. Et puis parce que je veux dire, on fait pas ça, tu vois, tu parlais de vues tout à l'heure, est-ce qu'on fait ça pour les vues, mais déjà on fait pas ça pour les vues.
on fait ça juste pour le partage. Et déjà, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Tu vois, et comme on l'a toujours dit, est-ce que c'est pas pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas des centaines de milliers de vues? Voilà. C'est pour ça que personne ne suit. Bah ouais. On se l'est toujours dit, on se l'est toujours dit. Déjà, quand tu mélanges tout ça, t'as déjà un début de réponse aussi, quoi. Et après, si moi je peux faire un parallèle avec, du coup, avec mon métier, avec ce que je vis, il y a aussi, parce qu'on parlait de voyeurisme, il y a vraiment une notion de voyeurisme dans la mort. Il y a qu'à voir tous les gens qui ralentissent sur l'autoroute quand il y a un accident parce que voilà. Et le succès du true crime. Voilà, exactement. Il y a une espèce de, moi je l'ai constaté. Déjà, ça fait déjà quelques temps, encore un petit peu plus, on va dire depuis 2-3 ans, mais il y a vraiment une espèce de romantisation de la mort. Enfin voilà, il y a tu vois, moi, je me suis toujours... On parle d'éthique, à nouveau. Je me suis toujours attachée à jamais montrer les coulisses sur mon compte Instagram, par exemple, alors que finalement, je pourrais. Mais j'en vois pas l'intérêt. Et puis, parce qu'il y a des choses qui doivent pas se montrer, en fait, au final. Pourtant, je suis sûre que si je le faisais, c'est pareil, j'aurais 10 fois plus de vues, parce que voilà, les gens sont toujours un peu fascinés par la mort et par tout ce qu'il peut y avoir derrière. Mais en fait, non, tu vois, il y a vraiment des choses, pour moi, je trouve qu'on peut pas montrer. Pas parce que c'est glauque ou quoi que ce soit, hein, attention, hein, mais c'est juste que, parfois, ce qui se passe derrière les portes d'un laboratoire doivent rester derrière les portes d'un laboratoire, en fait. Et parce que ça va être un instant qu'on va partager avec un défunt qu'on connaît pas et que ça regarde personne, au final. Ça regarde juste moi et la personne avec laquelle je suis dans cette pièce. Et voilà, tout ça, je trouve que c'est un peu particulier et que le rapport qu'on a à la mort est quand même très particulier. Vraiment. Tu as dit un terme très important, et d'ailleurs, vous allez voir, vous allez vite comprendre, romantisation de la mort. Dans le paranormal, dans les enquêtes paranormales, il y a une romantisation des morts violentes. Quand vous allez dans les lieux, toutes les morts violentes vont être mises en avant avec un nom, un personnage, machin, on va mettre que en avant. Est-ce qu'on a besoin de citer un lieu où on ne va plus, où il y a eu une mort jeune, une mort suicidée, une mort à coups de hache, etc., etc. Et toutes les morts naturelles entre-temps, parce que c'est des lieux qui ont entre 500 et 1000 ans, elles sont où? Parce qu'elles nous intéressent aussi. Nous aussi, on veut parler à la petite vieille qui est morte dans son sommeil. Tu vois, pourquoi on essaye toujours d'aller chercher les morts absolument horribles, et pourquoi on met que ça en avant? Et ça, c'est intéressant. Psychologiquement, qu'est-ce que ça dit de nous, de l'être humain? Je ne sais pas, c'est une vraie question. C'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand c'est pas ton quotidien, ton métier quasiment à temps plein, parce que même si vous avez d'autres boulots, j'imagine que vous êtes comme moi et que votre tête est toujours quelque part un peu là-dedans. Est-ce que dans ces gens qui ne vivent pas dans le para constamment, il n'y a pas un besoin de repère, et que du coup ce repère va être plus facilement souvenu si c'est une mort violente? Ça ne devrait pas, mais tu poses la question, donc je me demande, est-ce que c'est pas ça, tu vois? Je pense que ça va être associé justement à toute cette mode vulgarisation de l'horreur qui est depuis les années 70. Les gens veulent des trucs qui les choquent, en fait. Maintenant, ma question c'est, parce que nous, finalement, en fait, on est des enfants aussi de cette génération, et je me rends compte à quel point on tombe dans le panneau. Nous aussi, on va s'accrocher aux morts violentes, on va pas chercher les morts naturelles. Ouais. Même si, bien sûr, nous, avec l'expertise et les années, on appelle moins de personnes et on laisse la porte ouverte à ceux qui veulent venir communiquer avec nous, et souvent c'est d'autres personnes, mais on tombe dans le panneau. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que je comprends, en effet, la personne qui n'enquête pas, qui cherche une vidéo, qui veut voir, le mec qui se fait couper la tête, bien sûr qu'il revient sur sa tête, machin et tout, hanter le lieu. Mais nous, on ne devrait pas tomber dans ce panneau-là. On s'en fout des morts violentes. Ouais, mais en fait, on est humain, donc on est faillible. Exactement. C'est tout. Fin... On a besoin de se déconstruire parce qu'on a été construit par une génération qui nous a mis les mauvais trucs en tête. Et personne n'est déconstruit. Exactement. C'est-à-dire que même quand on se dit j'essaye de me déconstruire, non, tu t'essayes de te déconstruire sur un sujet et tu y arriveras tête. Ça fait pas de toi quelqu'un de déconstruit. Exactement. Personne n'est déconstruit travail, en fait. Ouais, mais complètement. C'est un lourd travail. Depuis des années qu'on est dedans, on se rend compte à quel point le chemin parcouru, il a été dur, déjà intense, mais aussi que moi, depuis le début où j'ai commencé et aujourd'hui, j'ai littéralement changé du tout au tout. Et même ma façon de penser, on va y revenir tout de suite. Justement, aujourd'hui, comment vous vous positionnez dans le paranormal? Quel est le lien
ou en tout cas, quelle est la frontière entre vos croyances et ce à quoi vous avez assisté, ce que vous avez observé? Comment vous vous positionnez aujourd'hui? Si je vous dis, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Tu veux commencer? Est-ce qu'on peut répondre aussi simplement ou est-ce que c'est compliqué? Je peux commencer ensuite. Non, je pense que c'est... Introduction. Paragraphe 1, paragraphe 2, lexique. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Okay. Et je pense que c'est pas binaire. C'est pas aussi Alors, binaire. Attends, moi j'ai deux questions. J'aimerais que tu répondes en deux questions. Déjà, un, est-ce que ta pensée a évolué, tes croyances et tout ce qui est factuel, est-ce que ça a évolué? Et deux, du coup, quelles sont-elles aujourd'hui? Oui, ça a évolué. Parce que j'ai évolué ma pensée binaire que j'avais au début. Manichéenne. Voilà, que j'avais au début. Même si moi, je crois toujours en... Alors, donc, quelque chose... il y a une vie après la mort? Quelque chose après la mort, en tout cas. Okay. Je sais pas si on peut appeler ça une vie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je survivance crois... de l'âme ou survivance de tout ça? Ouais, voilà. Okay. Je crois en quelque chose. Par contre, j'ai beaucoup évolué et je pense qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a plein d'autres choses, en fait. Okay. Et chose que, moi, au tout début, pour moi, c'était c'était très binaire. Il y a quelque chose, point final, il n'y a que ça et il n'y a rien d'autre, en fait, autour. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'autres choses, qu'il y a plein d'autres explications au phénomène qu'on vit autre que la vie après la mort, en fait. Et qu'il faut aller chercher dans plein de directions. Et oui, et je pense que ma pensée, elle évoluera encore, en fait. Enfin, voilà, je pense que j'ai pas fini parce que vous le vivez aussi. On se remet constamment en question par rapport au phénomène qu'on vit. Par rapport à des fois on vit des choses et puis on va vivre la même chose un an après et on va plus du tout penser pareil parce qu'entre temps voilà on aura évolué, on aura vécu d'autres expériences, on se sera j'allais dire formé mais pas vraiment, mais vous m'avez compris, on aura fouillé partout, enfin voilà, on sera allé voir plein d'autres choses qui sortent de nos champs de croyances, en fait, on va dire ça comme ça. What about you? Et moi, je pense plusieurs choses. Alors déjà, je pense que... parce que tu disais dans nos pratiques, machin, et dans notre croyance. Ma croyance évolue avec mes pratiques. T'as raison, effectivement. Quand on a commencé, on croyait des choses qu'on ne croit plus, ou on les croit différemment, etc., etc. Donc ma croyance de qu'est-ce que le fantôme, elle évolue tout le temps. Maintenant, moi, je suis ouvert. Si je dois faire des catégories, je suis ouvert maintenant à deux choses. Oui, je crois à une vie après la mort. Je crois aux fantômes dans le sens le plus basique. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui étaient vivants à un moment et qui sont morts maintenant. Et je ne sais pas pourquoi, avec lesquels on peut avoir une interaction ou qu'on peut entendre. Je crois aux phénomènes résiduels. Enfin voilà, je crois aux fantômes. Je crois aussi, parce qu'on l'a rencontré finalement beaucoup plus que les fantômes, à quelque chose qui est plus... Si je devais lui chercher un nom, je me tournerais plus vers... mais toi et moi, on est un peu pareil là-dessus, vers nos confrères et consoeurs américains et américaines, vers ce que eux et elles appellent the phenomena. C'est-à-dire donc juste le phénomène. Parce que pour moi, il y a les fantômes, et à côté, il y a un truc qu'effectivement on pourrait appeler un phénomène, qui est paranormal, parapsychologique, qui est ce que tu veux, je ne sais pas, et qui regroupe énormément de manifestations, comme on l'a dit, potentiellement 90% des manifestations qu'on croise dans notre travail, et qui ne sont pas des gens qui étaient vivants à un moment et qui sont morts maintenant, et qui sont peut-être juste même pas des gens. Le trickster, voilà, mais bien sûr. Est-ce que vous, ce serait ok de dire que, par exemple, quand on fait des enquêtes, des ghost hunts, allez, on va dire 80% de ce qui se passe est pas d'origine fantôme au sens propre où on l'entend du vivant qui est décédé du défunt, quoi, du sûr de sûr. Défunt. Certain. Sûr de sûr. Toi aussi, malgré tout? Ah oui, je pense qu'on pense la même chose. Oui, malgré tout, moi aussi, je pense que le fantôme, au sens propre où on l'entend, en fait, de la personne qui a vécu ici sur cette terre, qui est décédée, je pense que c'est extrêmement rare, en fait. Pour autant, j'y crois, hein, c'est pareil. Mais je pense que c'est extrêmement rare. Et toi? Oui, et toi? Ouais. Alors, moi, ça a beaucoup évolué, beaucoup, à un point, d'ailleurs, je pense que on en a assez parlé, hein, c'est que moi, ma pensée aujourd'hui ne me satisfait pas. Mais ma pensée, elle est factuelle, malheureusement.
Moi, j'ai des croyances très basiques, comme tout le monde au départ, surtout avec toutes les histoires que j'ai entendues, qui sont que, en effet, il y a bien une vie après la mort, bien sûr qu'il y a des fantômes, bien sûr qu'il y a des esprits, bien sûr qu'on peut communiquer avec eux, il n'y a pas de problème. Et quand je commence mes recherches, j'y crois toujours, pendant très longtemps d'ailleurs, je pense même quand on commence La Nuit du Chasseur, je crois que j'y crois toujours. Et c'est très récent en fait, tout ça, et ça a commencé un petit peu ensemble, quand on a commencé à faire des enquêtes et que ça a commencé à partir dans tous les sens et qu'on s'est dit, ouais, il y a autre chose là. Et que moi, en fait, à un moment, je me suis posée, et ça, je vous l'avais dit, j'ai regardé factuellement, en fait, sur tous les phénomènes que j'avais vécus personnellement en enquête sur les ghost hunts. Donc, on parle de milliers de phénomènes, parce que moi, je vis beaucoup de choses dans mon quotidien. Sur tous ces phénomènes, il n'y en a pas un seul qui démontrait la vie après la mort. Il n'y en a pas un seul où je pouvais dire que c'était une personne qui était morte, qui était revenue. Ne serait-ce que ça, parce que c'est quand même un bon panel d'observation, je me suis dit... Enfin, à un moment, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut 40 ans, 50 ans pour que j'ai un avis sur la question. Tu vois, c'est moi, en tout cas, j'en arrive à un point où je me dis... c'est pas que je veux pas y croire. Moi, ça me fait beaucoup de peine, en fait, de me dire que potentiellement, il n'y a rien après. Je suis encore dans ce truc très naïf de me dire que je vais retrouver toutes les personnes que j'ai perdues une fois que... Et mon chien qui va arriver en courant vers moi, voilà. Mais malheureusement, si je fais un constat factuel, j'ai zéro preuve. Quand je suis avec vous... J'ai zéro preuve que ce sont des morts qui nous ont parlé, en fait. Donc oui, des phénomènes paranormaux, j'en vois, des trucs de fous. J'ai jamais vu des trucs aussi fous de ma vie. Mais pour moi, c'est vraiment discutable dans le sens où c'est autre chose, c'est les psys, c'est la PK, c'est plein de choses, en fait, tu vois. Et c'est dur aujourd'hui parce que j'aimerais, un petit peu comme cette histoire de Père Noël, y croire. Et j'aimerais avoir ce phénomène... Et tu vois, c'est pour ça, tout à l'heure, on s'est remémoré un phénomène qu'on a vécu sur une enquête avec le Talkie-Walkie. Je vous invite à voir cette enquête, le château H, de La Nuit du Chasseur, où on vit un truc, on est incapable de dire si c'est paranormal ou pas, mais c'est le truc le plus fou que j'ai vécu en 15 ans. Et j'aimerais un jour faire face à un phénomène, me dire, tu sais, qui me remet un petit peu en position bancale, de me dire, ah putain, peut-être que je me plante depuis 2 ans, en fait. Peut-être bien qu'il y a une vie après la mort. Mais alors du coup, quand tu dis qu'effectivement, sur tous les phénomènes que tu as vécu, il n'y en a aucun qui t'a apporté la preuve, mais est-ce que vraiment... La preuve, on parle bien de preuve, pas de croyance. Oui. Non, de preuve, mais du coup, l'inverse est bon aussi. Il n'y en a aucun qui t'a pas apporté la preuve que c'était pas... Je me suis dit la même chose quand t'as parlé. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, avant que tu répondes, ça m'amène à une autre question que tu pourras répondre en même temps, c'est qu'est-ce que la preuve ultime ? Alors, la preuve ultime, elle est personnelle. Moi, je pense qu'il n'y a pas... J'ai pas d'attente, finalement. Parce que tu vois, même quand tu repenses au phénomène que j'ai vécu avec mon grand-père, qui est celui qui me lance dans ce milieu, où quand même, j'ai une discussion... Alors, dans un rêve, j'ai une discussion au téléphone avec mon grand-père qui m'apprend un secret de famille que je ne pouvais pas deviner, que je le découvre le lendemain. On est quand même sur un phénomène de fou. Où moi, je me rappelle d'avoir entendu la voix de mon grand-père, alors qu'il est décédé 5 jours avant. Là, je pourrais m'arrêter là et me dire, mais moi j'ai enquêté pendant 30 ans pour rien, parce que moi, depuis le départ, je sais qu'il y a une vie après la mort. Et le truc, c'est que depuis, rien ne m'a démontré. Alors, quelle serait la preuve ultime ? Pas le fantôme, parce que j'en ai vu un. Et pour moi, ça veut pas dire que c'était quelqu'un de mort. On va pas se relancer sur ce sujet des dimensions parallèles ou autres, mais voilà, on sait jamais, donc voilà. J'aurais besoin d'un truc bluffant, c'est-à-dire c'est très dur à déterminer quand même. Est-ce que vous êtes capable de dire quelle preuve ultime vous permettrait d'y croire ? C'est dur de déterminer parce qu'on ne sait pas de quoi on parle une fois de plus. Et même nous, avec notre expérience. On en a déjà parlé, la seule expérience qui m'accroche encore sur le fantôme, ça existe, c'est Théodore. Parce que si je réfléchis à tout ce qui s'est passé avec Théodore, toi, par rapport à ce que tu penses, tu peux te dire, oui mais... Qu'est-ce qui prouve que c'est le fantôme de Théodore qui est venu me chercher, d'accord ? Moi, là où je me dis, pour moi, c'est le fantôme de Théodore, c'est que la mission qu'il m'a donnée, si ça n'avait pas été un fantôme, si ça n'avait pas été tout bêtement Théodore qui est enterré et qui ne sait pas où, parce qu'on a déménagé le cimetière et qu'il ne le sait pas, il serait pas... Tu vois ? Alors, à quel moment ce serait quoi le phénomène alors ? Dans ces cas-là, si c'est pas un fantôme, pourquoi est-ce qu'un phénomène serait venu me dire il faut que tu me trouves sans me dire rien d'autre, donc ça ne fait aucun sens, je passe 1 an et demi à chercher, à me dire mais ça veut rien dire ce qu'il m'a dit, et en fait au bout d'1 an et demi, je me rends compte que son corps il a été abandonné sous un immeuble dans une ville, tu vois, et qu'il le sait pas parce qu'on a déménagé le cimetière. Pour moi la seule
explication à ça, c'est que c'est un fantôme. Je ne vois pas d'autres... Et c'est la seule chose. C'est-à-dire que par contre, à côté de ça, tous les phénomènes qu'on a vécus ou enregistrés, effectivement, il y a un moment où ma réflexion va s'arrêter, où je vais me dire, ouais, mais non, peut-être pas. C'est pas un fantôme, mais c'est peut-être pas un fantôme. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on a pensé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous prouve que les fantômes existent, mais il n'y a rien qui nous prouve que les fantômes n'existent pas, parce que même dans les phénomènes autres qu'on a vécus, doppelganger, on enregistre nos propres voix, machin, etc. Qu'est-ce qui nous prouve que ces phénomènes, ils sont pas possibles parce que les fantômes existent et que parce que ce fantôme, il y a eu à ce moment-là un fantôme dans le coin, son énergie a fait que nous, on a vécu ce phénomène-là. Mais nous, on ne sait pas, mais il y a un rapport avec un fantôme. On ne sait pas non plus. Donc en fait, il n'y a rien qui nous prouve, mais il n'y a rien qui nous prouve que c'est pas ça non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a effectivement 90%, voire plus, des phénomènes qu'on croise qui ne rentrent pas, en tout cas dans les clichés qu'on se fait, ou dans les limites de la perception qu'on peut avoir d'un fantôme, c'est quelqu'un de mort qui a été vivant à un moment. Peut-être qu'en fait, le fantôme, tout bêtement, a des capacités qui dépassent notre cerveau complètement, notre perception complètement, et que c'est ça qui provoque ces autres phénomènes. Je suis pas en train de dire que c'est le cas, mais je suis en train de dire qu'en fait, le fait qu'on ait vécu des phénomènes qui ne collent pas, des phénomènes B qui ne collent pas au phénomène A, ça veut pas dire que le phénomène A n'a rien à voir, en fait. Et est-ce que la réponse, elle n'est pas en même temps dans la question, puisque, regarde, tu as repris en disant, ce serait quoi la preuve ultime pour y croire ? Et croire, la croyance, comme tu dis, elle est aussi personnelle. Et est-ce que, justement, tout n'est pas qu'une question de croyance, en fait parce que peu importe la preuve que... tu vois, est-ce que vraiment la preuve ultime existe, déjà ? Au-delà de croire, est-ce qu'elle existe ? Oui, mais elle est subjective, pour moi, elle est personnelle. Oui, elle donc, existe, bien sûr. Donc, du coup, si c'est subjectif, ce sera une preuve de rien, en fait. C'est ça. C'est pour ça. Donc, c'est vraiment... ça, si on de choisit, toute façon, ça, on se l'est toujours dit. Tout ça, c'est très personnel, au final. Si ça ne peut pas être collectif, le paranormal. Et on a aussi tout à fait conscience que les réflexions qu'on a là, on n'arrivera jamais au bout, en fait. Mais jamais. Non, mais moi, je suis en paix avec ça. Je sais que je vais mourir moi avec aussi. ça. Moi aussi. Complètement. Et qu'il n'y aura jamais de fin mot à l'histoire et qu'il n'y en a pas, selon moi, en fait. Oui, je suis d'accord. Je pense pas que quelqu'un un jour saura. Je pense pas qu'il y aura la science. Bah si, on saura quand on sera de l'autre côté. Et on sera putain Vanessa, sur le ghost phone. Ouais meuf, ouais écoute, là je suis plus là mais je suis là. Donc en fait les fantômes, écoute je te dis, écoute. Vous savez très bien ce qui va se passer si jamais on va de l'autre côté. On va les faire chier. C'est clair. Et puis évidemment, mon zozo là. On se réunira et on ira visiter tous les nouveaux ghost oh là là, quel plaisir. On se mettra à côté de leur oreille et on fera. Ce sera trop bien. Non mais tu vois quand tu disais évidemment j'ai mis un bonbon dans ma bouche en parlant, c'est super. Franchement c'est pas flagrant du tout. Faut vraiment rien pour voir. Très intéressant. ASMR bonbon. Tu sais quand tu disais que la croyance en gros ne pouvait pas découler d'une preuve. Pour moi en fait c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que moi j'ai commencé finalement en tant qu'artésienne, mais en tant qu'artésienne qui était beaucoup plus croyante puisqu'elle n'avait rien à démontrer. C'est pas que j'ai plus à démontrer, enfin si quand même, mais je suis pas non plus scientifique et j'ai pas de méthodologie scientifique. Mais aujourd'hui, j'ai quand même 15 ans d'observation, beaucoup de phénomènes qui vont forcément modifier mon chemin de pensée et ma croyance. Parce que moi, je suis athée, à la base. Enfin, je suis devenue athée. Et du coup, de voir qu'il se passe rien, au bout d'un moment, c'est un petit peu comme le Père Noël, je suis désolée, mais quand j'ai bien vu qu'il venait pas dans ma cheminée, je me suis dit, le Père Noël, c'est mes parents, tu vois. Oui. Non, toi, il existe pour toi. Il vient chez toi. Je vais sortir Julie de cette discussion. Ça va bien se passer, Julie, ça va bien se passer. Je l'ai vu, elle a failli s'évanouir. Qu'on lui amène un verre d'eau. Il existe, t'inquiète pas, il existe. Tous les trois, c'est vrai que, alors, il y a un peu vous deux, et du coup, il y a moi. Parce qu'on n'a pas tout à fait le même cheminement de pensée. Et ce qui est drôle quand je t'écoute, c'est que
alors, moi-même, ma pensée a évolué, mais malgré tout, je me dis, on a peut-être vécu le même genre d'expérience, puisque moi aussi, je vis des expériences depuis que je suis toute petite. Mais après, la différence, c'est ce que toi, tu vas en faire et ce que moi, je vais faire de ces expériences, en fait. Mais c'est typiquement l'exemple du Talkie-Walkie qu'on parlait tout à l'heure. Exactement, parce qu'effectivement, tous les trois, on n'a pas du tout la même croyance par rapport à ce phénomène. Et je vais pas changer ma façon de penser non plus. Moi, je suis toujours persuadée que c'est paranormal. Ah ouais. Ouais. Bah super. Et vous deux, non. Je quitte cette discussion, c'est tout. Je change d'avis pour te rejoindre et le Père Noël n'existe pas. Et pour moi, effectivement, on en a déjà parlé pendant un podcast, mais oui, le Père Noël existe. Oui. Et oui, moi je lui parle et oui, je fais des trucs avec lui. On dirait que c'est cochon. On m'avait pas prévenu en m'invitant dans ce podcast que ça allait aller par là. Mais oui, parce que alors effectivement, pas en tant que défunt, fantôme, etc., mais en tant qu'archétype, je trouve ça intéressant. Alors il faudrait 10 000 podcasts pour un peu creuser la question, mais voilà, définir l'archétype, bref, l'égrégore, etc., etc. L'égrégore, parlons. La forme pensée. Sinon après on peut lancer River James sur les orbes aussi. Si vous voulez, mais non. Si vous voulez. Les photos. Ça va gueuler. Les photos des fenêtres. Mais bon, voilà, c'est ça en fait qui nous différencie, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces expériences. Et clairement, en fait, au final, on n'en fait pas la même chose, puisque du coup, pour moi, beaucoup de ces expériences servent à étayer ma pensée de ce qui peut potentiellement y avoir après, on va dire, après la mort, et que toi, t'as pas du tout cette même pensée. Et je pense que toi aussi, au final, River James, pour toi, c'est un peu pareil. C'est complètement pareil, ouais. River James, il est entre nous deux. Oui, toi, t'es je suis entre nous deux à tendance Vanessa, quand même. Vanessa, c'est l'extrême dans la cartésianisme. C'est la Corée du Nord, tu veux dire? Et moi, je suis dans l'extrême de la perchtitude. Moi, je suis pas les verts. Oh merde. Ouais, mais moi, j'aime bien les verts quand même. On aime bien. Poutou, c'est cool. Poutou. Attention, parce que moi, je suis pas non plus complètement au milieu. C'est-à-dire que vraiment, j'insiste. Si j'avais pas Théodore, l'histoire de Théodore, j'ai rien d'autre. À un moment, t'avais autre chose. T'as peut-être changé d'avis dessus. Tu parles de ma mère ? Oui. T'as changé d'avis ? J'ai pas changé d'avis parce que cette histoire de la médium, à nouveau, je vois pas comment elle peut savoir, je vois pas, enfin tu vois. Mais c'est encore autre chose parce que putain, on parle la bouche pleine. Wow, c'est très agréable. C'est de la SMR. Oh, quelle horreur! Ah non, pitié! Pas les bruits de bouche, tout, mais pas les bruits de bouche! Les pauvres. Peut-être que je me pose la question différemment parce que ça touche à quelque chose qui est trop personnel. Et que je suis prêt à me dire les fantômes n'existent pas. Ou en tout cas, pour l'instant, j'ai croisé que Théodore. Je suis pas encore prêt à me dire ma mère n'est jamais là. Tu vois? Même si j'essaye vraiment de regarder... Je pense que j'arrive à garder un œil objectif puisque, par exemple, les fois où ma mère est venue à la Ouija, même si j'en ai pleuré de joie, j'ai su après me dire c'était pas ta mère. Okay. Là, pour le coup, la médium, je peux pas le démonter, mais c'est sur le côté, tu vois, c'est sur le côté. Donc moi, pour l'instant, dans mon travail, voilà, en fait, elle est là la différence. C'est que ma mère, c'est pas mon travail. Donc là, on est en train de parler de mon travail. Dans mon travail, je n'ai que Théodore qui me tient par le dernier fil là-dessus. Et j'ai pas envie de le lâcher, donc pour l'instant, ça me va. Mais je le lâcherai s'il faut. Mais sinon, effectivement, je suis beaucoup plus de ton côté, Vanessa. Beaucoup plus de ton côté. Et alors, on parle de fantômes, de maisons hantées, c'est bien, mais alors, il y a d'autres branches dans le paranormal. Qu'est-ce que vous pensez du coup des cryptides? Alors, toi, c'est bon. C'est bon, hop là, introduction, le nom Bigfoot découle en 1956. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que finalement, on parle toujours des hantises, et nous, c'est vrai que c'est un petit peu notre fond de commerce. Excusez-moi cette expression. Mais finalement, dans le paranormal, il y a les cryptides, il y a l'ufologie, on y vient après, il y a tout le reste. Cryptides, on en pense quoi? Moi, les gens qui te suivent savent déjà un petit peu. Mais... Et c'est pas... non, pas à tout. En fait, j'y crois... Je crois aux cryptides parce que j'estime ne pas savoir mieux que les autres. Et ça, je l'ai toujours dit. Si j'ai des dizaines de milliers de témoins qui me disent « j'ai vu Bigfoot », qui je suis pour dire que ces dizaines de milliers de témoins ont vu un ours? Donc, bien évidemment que je crois ces gens.
plus le Patterson Gimlin film qui n'a toujours pas été débunké. Donc ça, j'y crois. Le loup-garou, j'y crois. J'y crois pareil, parce qu'il y a énormément de témoins. La bête du Gévaudan, bon, c'est d'un loup. Hein, puis ça a été plus ou moins débunké. Voilà. Nessie, non, j'y crois pas. Tu vois, je vais me fier pas à ce que me dit mon cœur, parce que mon cœur adore les cryptides quasiment autant que les fantômes. Je me fie aux gens, en fait. Et s'il y a tant de gens qui ont vu le truc, comme tu me l'as appris d'ailleurs il y a pas longtemps, et je te remercie de cette leçon parce que je la garde bien en tête, j'étais pas là, et s'ils disent qu'ils l'ont vu, s'il y en a autant, je me dirais jamais, il y a 10 000 menteurs ou 10 000 gens qui ont cru voir ça, et en fait c'était une branche. Donc pour moi, ouais, ça existe. Pas tous, mais il y a les plus connus, voilà, le Bigfoot, le Dogman, ce genre de choses. Ouais, bah oui, je suis obligée d'y croire. Mothman et si j'y tout. crois pas, enfin, ouais. Parce que pour moi, dire j'y crois pas, c'est comme si tu disais, en n'étant pas sur place, en n'étant pas à la période, en ne connaissant pas ces gens, en n'ayant pas vu le phénomène, je sais mieux que toi. Tu vois ? Donc bah oui, j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Du coup, est-ce que toi tu penses que on est plus sur des phénomènes ou alors des entités organiques ou vraiment des phénomènes un petit peu au même titre que tout ce qui est hantise, qu'on n'arrive pas trop à expliquer et du coup que ça pourrait être... Je pense que ça dépend. Ok. Je pense que ça dépend parce que c'est vrai que par exemple, c'est bon, c'est pas pour parler à chaque fois de Bigfoot, c'est mon préféré, mais peu importe. Il y a vraiment deux camps dans les squatchers. Il y a vraiment le camp. Les squatters, c'est les gens qui s'intéressent à Bigfoot. Il y a vraiment le camp des gens qui pensent que Bigfoot est un phénomène. Et il y a vraiment les gens qui pensent que Bigfoot est un animal, une espèce, voilà. Et en fait, il y a des preuves qui tiennent dans les deux camps. C'est vrai que les choses qu'on va te dire le plus souvent sur Bigfoot, c'est oui, mais pourquoi il n'y a pas de corps, pourquoi machin. Or, comme dit, c'est l'exemple pareil que sortent les squatters le plus souvent, mais parce que c'est le plus parlant. Bigfoot est tout le temps vu dans les forêts où il y a des ours. Est-ce que les gens voient des corps d'ours ? Non. Et c'est le seul animal, entre guillemets, où on va dire « Ouais, mais il est où le corps ?» Non, mais attends, il y en a plein des animaux où on ne voit pas leur corps. Il y a plein de raisons. Il y a des animaux qui enterrent leurs morts, il y a des animaux qui mangent leurs morts, il y a des cadavres qui peuvent être mangés par d'autres espèces. Enfin, donc non, il n'y a pas... Et en fait, il y a autant de théories de côté phénomène que du côté c'est un animal qui tiennent la route. Donc pour l'instant, je suis au milieu. Et pour les autres cryptides, je pense comme les phénomènes paranormaux, pour moi, il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que je peux complètement comprendre que l'humain ne sait pas tout et que la Terre est assez vaste et qu'il y a probablement des animaux qu'on ne connaît pas. Mais je pense qu'il y a des choses aussi qui sont difficilement explicables. Et qui sont difficilement explicables par des théories normales. Et que donc, il faut considérer d'un point de vue paranormal. Mais ça m'intéresse de savoir ce que vous allez dire. Ça m'intéresse vraiment. On n'a littéralement jamais eu cette discussion, donc je vais découvrir ce que tu vas dire. Eh ben, alors, c'est pas quelque chose où j'ai eu l'occasion de m'y intéresser pleinement, en fait, et d'étudier ou quoi que ce soit, donc, mais je vois pas pourquoi j'y croirais pas, étant donné que je crois au petit peuple, déjà, donc je crois à tout ce qui est gardien du foyer, fée, etc., etc., donc... Oui. Je te laisse finir ta phrase, c'était juste pour dire j'ai une question après. Ah oui, donc pourquoi ne pas croire à ça ? En fait, en réalité, j'avoue que là, je suis pas du tout fermée à la question. Juste, j'ai pas encore eu vraiment le temps de m'y intéresser, mais je trouve ça assez fascinant quand même. Et puis, enfin voilà, j'ai vécu tellement d'autres trucs, de phénomènes, trucs avec des shadow people et tout, que, enfin, pourquoi pas un Bigfoot ou, tu vois, ou un Mothman ou un truc comme ça, parce que c'est les seules choses que je connais. Mais, je te raconterai. Ouais, je sais. Donc ouais, why not. Quand tu dis, je crois, tu les as appelés le petit peuple. Quand tu dis je crois au petit peuple, c'est-à-dire que toi, tu crois que les fées ou les gnomes ou des gens, c'est même pas de petite taille, c'est des gens, des micro-gens, vivent quelque part, je sais pas quelle est ta croyance, dans nos murs, dans la forêt, je sais pas, et qui font je sais pas quoi d'ailleurs, enfin qui viennent aider dans les maisons, c'est ça que tu dis ? Bah ça dépend, oui, ça dépend de quoi on parle, mais oui. Mais en gros, ce que j'essaye de savoir, c'est est-ce que tu dis que tu crois en ça de la même façon que tu crois au Père Noël, ou est-ce que tu crois réellement qu'il y a des petites personnes qui viennent aider dans les maisons ? Ce n'est pas un jugement. Je sais pas si moi j'y crois, mais c'est pas un jugement. Entre les deux,
en fait, oui, je crois réellement qu'il y a... alors, tu dis des petites personnes, en fait. Parce que je sais pas comment le dire sans que ce soit offensant, en fait. Non, c'est pas du tout offensant, mais dit comme ça, effectivement, ça paraît un peu bizarre, on va dire. Les mini-pouces, quoi. Ouais, voilà, Ouais, comme c'est ça, des mini-pouces. Mais oui, bien sûr, oui. Et différemment que de la manière dont je crois au Père Noël. Pour moi, le Père Noël, j'y crois vraiment parce que c'est un archétype. J'y crois vraiment, voilà, comme un égrégore. On a la même chose aussi dans la religion. Enfin là, je parle du Père Noël parce que universellement, il va regrouper tout un tas de gens différents et des milliards de gens sur Terre, on va dire. Mais on peut trouver la même chose sur d'autres archétypes. Pour moi, le petit peuple, c'est vraiment différent d'un archétype. C'est pas du tout la même chose, quoi. C'est vraiment, tu crois vraiment à un être oui. en chair ou peu importe de quoi ils sont. Oui. C'est vraiment pas. Moi je crois. Non, c'est pas je crois, c'est on sait maintenant que les géants ont existé, je vois pas pourquoi il y aurait pas d'effet. Enfin, tu vois, voilà. Ça fait un peu sortir du bois là, ce podcast, quand même. Ouais, mais c'est pour ça que ça m'a. Et puis, moi je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, donc ça m'intéresse de ouf. Alors, vas-y, toi, le Bigfoot. Je vais peut-être vous surprendre. Eh bien, je crois que j'y crois. D'accord. C'est un début. Non, ce qui m'étonne, en fait, c'est que... et je pense que ce qui fait que je n'y crois toujours pas, c'est que quand j'ai commencé dans le paranormal, ma croyance aussi s'est portée vers les cryptides, elle s'est portée vers l'ufologie. Pour moi, c'est un tout, et c'est un truc, en fait, que si tu crois à l'un, c'est difficile de ne pas croire à l'autre. En évoluant dans ce domaine, on a très vite compris que tout pouvait être lié. Je vais pas dire tout est lié, parce que même si dans ma tête, ça me dit tout est lié, j'ai envie de dire tout peut être lié. Tout pourrait être lié. Ok. Moi, je pense un peu comme toi, c'est-à-dire qu'on vit sur une planète où on a l'impression qu'on sait tout. Absolument pas. Tous les jours, on découvre des nouvelles espèces d'animaux, des nouvelles espèces d'insectes. Il y a encore des territoires qui n'ont jamais été explorés parce qu'ils sont difficiles d'accès. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'il n'y a pas des créatures, en effet, qu'on ne pourrait pas définir, qui seraient organiques, qui seraient vraiment des entités. Et il y a quelques années, en effet, quand t'es né ou d'autres personnes ont commencé à émettre la théorie que ça pouvait être un esprit, j'ai aimé cette idée. Et j'ai aimé de me dire que finalement, si on prend Bigfoot et du coup Sasquatch, qui part vraiment de la tradition indienne, toi qui connais par cœur, tu vas me dire si je dis des conneries. Non, c'est complètement ça. Depuis tout ce temps, on sait qu'à l'époque, il lui portait un peu un culte, ok ? Il y a eu le culte. Il y a eu ensuite tous les gens qui ont eu des témoignages. Et maintenant, on sait qu'aux États-Unis, ça a pris une ampleur absolument dingue, bien plus que dans d'autres pays, qui a vraiment... C'est le hobby du dimanche, en fait. Ils y vont tous. Enfin, il y a trop de trucs qui sont développés par rapport à ça. Ça pourrait, en effet, être une sorte d'égrégore, finalement, ce Bigfoot, qui aurait été créé dès le départ par un culte et qui est renforcé par des groupes de croyants qui sont toujours plus nombreux et qui font que, du coup, on en voit de plus en plus. Et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de témoignages et c'est une sorte de cercle vicieux. Et c'est ce qu'on peut remarquer, déjà constater dans certains lieux hantés. À force que des gens y viennent, il y a plus de phénomènes. C'est pas parce qu'on est plus présent pour les observer, c'est juste qu'on va aussi alimenter ça avec beaucoup d'énergie, en créant des égrégores ou autres. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Tu vois, moi, pareil, je suis un peu comme toi, je m'y connais pas trop, je me suis quand même intéressée à un moment. Moi, je pense que les gens le savent, mais je suis très fan de Josh Gate, et fut un temps, sur son émission, il avait une partie fantôme et une partie cryptide. Il allait beaucoup chasser les cryptides, et je trouvais ça fascinant, parce qu'il allait vraiment à travers le monde, et il y a vraiment des histoires complètement folles, en fonction des cultures, en fonction des... Et je trouve ça génial, parce que pour moi, en fait, ça fait partie du folklore. C'est très local, ça explique plein de choses par rapport aux gens, par rapport à leurs croyances, et je trouve que ne serait-ce que pour ça, c'est hyper intéressant. Ça mérite qu'on s'y attarde, ça mérite qu'on... Moi, je serais complètement pour aller faire une petite virée dans une forêt aux États-Unis pour aller par pitié chasser le Bigfoot. En plus, ce terme chasser le Bigfoot, ça me convient pas du tout, mais pense-y de la même façon que chasser le fantôme. Oui, mais observer. Tu sais bien que j'aime pas trop. Ouais, je sais, mais c'est voilà, faut réussir à enlever ce côté. Je vais tuer l'animal ou je vais le capturer. Mais ouais, je trouve ça fascinant, vraiment. Et mais du coup, comme c'est pas mon domaine d'expertise et que je n'y enquête pas jusque maintenant, les faits n'ont pas contredit la croyance. Donc je reste sur une croyance, c'est ça. C'est ça en fait qui va sauver le truc et qui fait que chaque fois que j'entends un truc ou que je vois un documentaire, je vais regarder avec passion, parce que pour moi il y a encore le côté naïf de je m'y connais pas, du coup moi j'y crois. Mais en fait il y a, parce que vous savez,
Moins maintenant, mais ça, encore un peu, et avant c'était encore pire quand on disait aux gens on est chasseurs de fantômes, etc. Les gens ils se moquent de toi, ou ils sont, enfin voilà, on est, ah bon, c'est un vrai métier, machin. Une fois que t'es dedans, tu te rends compte qu'il y a un vrai monde en fait qui existe là-dedans, qu'il y a des spécialistes, qu'il y a des scientifiques, qu'il y a des machins, et tout ce qui est Bigfoot et Sasquatch, c'est la même chose, c'est-à-dire que moi j'ai remarqué quand j'en parle que très souvent les gens n'y croient pas parce qu'ils ont l'impression que parce qu'ils ne vont pas faire de recherche, ils ont l'impression que les gens qui croient au Bigfoot, c'est désilluminés, tu vois, machin. Ils ne savent pas que c'est des centaines de milliers de personnes, des laboratoires, des poils qui ont été trouvés. Ça, c'est une des preuves qui est trouvée le plus. Les empreintes, mais le problème des empreintes, c'est qu'elles sont difficilement analysables. C'est-à-dire qu'on peut en faire des moulages et dire cette trace ne ressemble à aucun animal qui peuple cette forêt, parce qu'on les connaît. Bon, mais la preuve scientifique ultime pour Bigfoot, c'est qu'il y en a plein, des poils qui ont été trouvés et que des laboratoires indépendants ont dit c'est un poil de grand singe de forêt du Brésil qui n'a rien à faire là. Enfin, voilà. Et en fait, ces gens qui vont te dire tout de suite non mais bien évidemment que ça n'existe pas, je pense que s'ils commençaient réellement à s'intéresser, ils se rendraient compte que des preuves, il y en a en fait. Il y en a plein. Seulement, c'est pas personne ne les regarde parce qu'on est nombreux et nombreuses, mais à l'échelle de l'humanité, personne ne les regarde. Et du coup, pour aller à l'étape plus loin, peut-être que si ces personnes faisaient des recherches, elles commenceraient à y croire. Parce qu'elles verraient que c'est pas juste notre parole. Moi, quand tu nous demandes pour vous c'est quoi un fantôme, est-ce que vous croyez aux cryptides, etc., je réponds pas avec mon cœur. Je réponds jamais avec mon cœur. Ce qui se passe dans mon cœur, ça me regarde. Est-ce que j'ai envie de croire aux fantômes ? Bien sûr, c'est ma vie, le fantôme. Mais quand tu me poses cette question, je vais me dire, réfléchis avec ton cerveau cartésien, qu'est-ce que tu as comme preuve, est-ce que tu peux sortir des statistiques, etc. Et ces choses-là, ces données, elles existent. Et pour moi, si tu n'es pas, entre guillemets, de mauvaise foi à dire « je ne veux pas croire aux fantômes, le Bigfoot, ça n'existe pas, non, non, non », va dire devant les résultats d'un scientifique dont c'est le travail qui te dit « ce poil n'a rien à faire là », va lui dire « ouais, mais moi, j'y crois pas ». Tu vois. Et je pense que si les gens s'y intéressaient plus, il y aurait beaucoup plus de croyants et de croyantes au final. Est-ce que tu crois qu'il y a plus de chances que Bigfoot existe qu'un fantôme ? Oui. Il y a 10 000 fois plus de preuves. Et des preuves physiques. Les preuves, c'est important, tu vois, qu'on en dise. Hein, c'est la preuve qui va nous permettre... Parce qu'il y a plein de gens qui disent, oui, mais... c'est spirituel, les croyances, les sciences n'ont rien à faire là-dedans. Mais si c'est spirituel, alors de quoi on parle là dans ce cas-là ? C'est juste des croyances et c'est juste c'est un chemin personnel dans ce cas-là. C'est comme croire en Dieu. C'est la philosophie dans ces cas-là. Voilà, c'est ça. On n'est plus du tout sur le même chemin de pensée. Et moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent qui méritent d'être mesurées, qui sont quantifiables et qui sont observables et peut-être démontrables, tu vois. Mais jusque maintenant, les scientifiques ne l'ont pas fait, à part si c'est du côté psy. En fait, ce qui est gênant, c'est qu'il y a, en France surtout, il y a d'autres pays, comme par exemple, je suis désolée, je les cite à nouveau, mais parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous là-dessus, aux États-Unis, il y a quand même un peu plus de laboratoires qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux, parce qu'ils ont tout simplement des subventions que nous, on n'a pas en France. C'est vrai qu'en France, ça intéresse vraiment littéralement personne. Et je pense que c'est pour ça aussi que nous, nos références sont très américaines, parce que dans les références françaises, tu tournes très vite en rond. Il n'y a pas de pensée nouvelle qui émerge. On ne bouscule pas ses propres pensées. On est toujours dans un truc hyper archaïque, hyper patriarcal, hyper le fantôme de la dame blanche, nanana. Alors qu'aux États-Unis, bon, ils ont déjà beaucoup d'avancées là-dessus et la porte est ouverte à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais pour moi, bon, je pense qu'on est à peu près du même côté, entre guillemets, de cette limite entre spiritualité et recherche, preuve, analyse, expérience, analyse, et par conséquent, pas description, mais on va essayer quand même de verbaliser les choses. Toi, tu es beaucoup plus du côté spiritualité. Pour moi, les deux se valent. Si tu veux prouver que les fantômes existent, pardon, il n'y a que nous qui allons faire changer la balance. Mais ça ne veut pas dire que tes croyances, qui sont 100% spirituelles, ne sont pas vraies. En fait, c'est juste que nous, ça nous parle pas, entre guillemets. Mais ça veut pas dire, pour moi, que... Parce que tu parlais des gens qui disent, oui, c'est la spiritualité. Non, c'est pas la spiritualité, c'est pas que la spiritualité. Et c'est ça qui est dommage. Et ça, c'est pareil, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, mais je trouve, en tout cas en France, qu'il y a un énorme clivage
entre les gens comme nous qui vont être à fond sur l'expérimentation, les recherches, etc. et les gens plus comme toi qui sont dans la spiritualité. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est difficile d'avoir un débat entre les deux qui soit bienveillant et qui soit je laisse la place à tes croyances et tu laisses la place à mes croyances. J'ai l'impression que les deux ont du mal. Par exemple, si vous regardez sur les conventions et les salons, c'est toujours des médiums et des, tu vois, les conventions. Il y a très peu d'endroits, en fait, où les deux se retrouvent et se parlent et échangent et sont peut-être pas d'accord à la fin de la conversation, mais c'est pas grave, ils ont échangé, quoi. Je sais pas si... Alors, du coup, moi, alors de mon point de vue à moi, après, je sais pas, vous me direz vous, mais parce que effectivement, il y a un clivage, mais parce que je pense que du coup, les gens qui sont un peu plus comme moi sont vus par les gens comme vous, comme un peu des uluberlus. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi ? Oui, parce que, alors oui, je peux comprendre, mais en même temps, nous trois, on fait quand même un bon trio. Je veux dire, pour autant, on n'a pas du tout les mêmes croyances. Aucun de vous deux ne m'a dit que j'étais complètement tarée ou que ce que je faisais... On l'a pas dit devant toi. On a un WhatsApp secret avec Vanessa. Non, mais tu vois, c'est chaud. C'est chaud. Aucun de vous deux m'a dit... Et c'est marrant parce que du coup, alors ça va faire écho à une conversation qu'on a eue avec Vanessa, que ça fait 2 fois d'affilée qu'on a d'ailleurs. Tu vois, c'est marrant, ça m'y fait penser. Mais aucun de vous deux n'a jamais descendu effectivement ce que je pensais, parce que vous êtes tous les deux dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans voilà. Pour autant, effectivement, au final, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais on respecte aussi chacune nos croyances. Et enfin, je veux dire, ça c'est hyper méga important. De la même manière que j'ai souvent dit, notamment en Ghost Hunt, moi, les appareils, les machins, c'est pas trop ma came. Mais pour autant, je trouve ça fascinant. Et parfois, quand on fait des expériences entre nous, voilà, je trouve quand même que c'est un petit côté ouais, très what the fuck et fascinant. Je sais pas comment le dire autrement. Et en même temps, regarde, on avait cette conversation où je me rends compte qu'en fait, finalement, je parle très très peu de ce que je fais moi, en fait, chez moi, de mon côté. Parce que justement, on voit tellement les gens comme moi, un peu comme des uluberlus, que en fait, alors, honte n'est pas le bon mot, mais j'ai pas envie de m'afficher pour que forcément on se moque de moi. Là, ce qu'on va faire demain au Ghost Hunt, je sors complètement de ma zone de confort et je vais proposer autre chose de complètement nouveau aux gens qui ressemblent totalement à ce que je fais chez moi et à ce que je pratique. Mais pour moi c'est difficile parce que effectivement ça va pas dans le sens recherche. Tu vois, on a l'impression que en fait tous les deux ce que vous faites, il y a un espèce de truc ouais, c'est scientifique donc c'est intelligent, et que du coup moi ce que je fais c'est pas du tout intelligent, c'est un truc de folle avec ses chats au fond d'une cabane. Pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends complètement d'une que voilà. Tu le perçoives comme ça me fait un peu de la peine, mais je comprends. Non mais pas vous deux, attention, comme ça. Non mais et en plus, et c'est pareil, et ça c'est pas pour nous parce que chez nous on pense pas comme ça. Faut redescendre un peu de son piédestal. On l'a déjà toujours dit, les appareils qu'on utilise, moi j'arrête pas de le dire sur mes enquêtes et j'en rigole, on a zéro idée de comment ça marche et de si ça marche. C'est pas parce que tu amènes un K2, je l'ai toujours dit, c'est pas parce que tu es capable d'expliquer ce que c'est un EMF et quelle est la fréquence normale et une fréquence hertzienne pas normale, à quel etc. moment on a dit que telle fréquence c'était un fantôme. Voilà, en fait, personne ne le sait. Le et en fait, est énervant. Voilà, c'est vraiment, nous ce qu'on fait, c'est autant uluberlu que quelqu'un qui va être avec ses pierres et faut ouvrir le 4e chakra, je sais pas quoi, tu vois. Surtout, regardons un peu les statistiques en France, comme tu l'as très très bien dit tout à l'heure, sur les salons, qui est présent? C'est vous. Parce que les gens, malgré tout, et c'est toujours ce qui m'a étonné, moi je l'ai toujours dit, mais sans méchanceté, mais les gens apportent énormément de crédit à la voyance, aux médiums qui communiquent avec les morts. Alors nous, dès qu'on dit qu'on essaye de faire du concret et d'aller faire du factuel dans les lieux hantés, on est des dingues, on est des fous, on est des uluberlus. J'ai réussi à passer... Au début, ça me faisait mal, parce que je me disais, mais comment c'est possible en fait? Comment, à quel moment il y a une fracture comme ça, sachant qu'on sait que sur tous les voyants qui existent, il y en a peut-être la moitié qui font ça que pour le fric, et que, tu vois, il y a quelque chose de même limite un peu gênant en fait. Et je me suis dit, mais comment... En fait, vraiment, j'ai toujours essayé de comprendre. Maintenant, c'est un truc, je suis passée outre et moi, j'adore, tu le sais, hein, j'adore rencontrer les médiums parce que ça me sort aussi, moi, de ma zone de confort, ça me permet d'écouter les points de vue.
Je suis très étonnée parce que sur mon compte, j'ai beaucoup de médiums qui me suivent. Parce Ouais, que c'est moi écrit aussi. dans leur nom. Non, mais moi aussi, j'en ai pas mal. Et moi, tu sais, je suis tellement en mode... surtout que j'ai déjà fait des vidéos sur les médiums, alors pas méchantes, mais en gros où j'expliquais peut-être que leur point de vue était peut-être différent de ce qu'on pense. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que malgré tout, ce qu'on fait peut s'adresser à des personnes... en effet, on le voit bien parce qu'on fait un très beau trio, mais peut-être en effet qu'on devrait plus se mélanger les uns les autres et qu'on ferait... On pourrait en effet, tu vois, s'apporter peut-être des choses que nous on n'a pas avec eux et que eux n'ont pas. En effet, c'est peut-être la partie plus terre à terre. Parce que c'est vrai, quand on est dans le spirituel, on est là-haut tout le temps, en permanence. Et nous, on est tout le temps en bas. Mais il y a peut-être un juste milieu. Ouais, encore une fois, je pense que là, entre nous trois, ce qui match, au-delà de notre amitié, on va dire, c'est qu'effectivement, on est aussi tous les trois dans l'écoute. On s'intéresse à ce que fait l'autre, à ce que pense l'autre. On est complètement ouvert et même si on a des croyances, on n'est pas totalement fermé non plus aux croyances, pour utiliser un mot, de l'autre. Et c'est ça le problème, c'est que aussi, je trouve que voilà, il y a pas, c'est un milieu dans lequel il n'y a pas assez d'écoute et où il y a aussi beaucoup, moi j'ai telle croyance, donc c'est cette croyance-là qui prime et rien d'autre, tu vois, ne prime en fait. Et c'est ça aussi qui crée parfois un peu le clivage, justement, parce que moi je trouve ça aussi intéressant. Pourquoi pas d'utiliser des appareils ou même, tu vois, d'essayer des choses. Voilà, j'ai déjà testé des trucs dans les appareils qui m'ont interpellée aussi. Mais, et parfois j'ai l'impression que les gens ils sont plus fascinés par des petites lumières, tu vois, qui clignotent sur un K2. Non, je pense pas. Tu vois, je pense pas le du tout. truc, c'est que toi, t'as pas besoin de ça pour te convaincre. Toi, t'es déjà convaincu sans avoir besoin d'appareil. Oui, c'est vrai. Nous, en fait, et même moi, si j'ai vécu plein de phénomènes, j'estime pas avoir un don de médiumnité, même si on le sait, hein, c'est discutable. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins. Oui, en plus, tu n'aimes pas ce terme. C'est pas un don. Mais tu vois, il y a des gens, en effet, qui n'ont jamais rien vécu, qui ne savent pas comment s'y prendre. Et en effet, avoir un K2 dans les mains, ça va peut-être leur permettre, tu vois, d'avoir une sensation qui fait que sinon, en fait, ils ne savent pas comment aborder des sujets ou en tout cas rentrer en contact, tu vois. Toi, c'est vrai que moi, je comprends pourquoi tu n'as pas besoin de matériel et que tu n'aimes pas ça, parce que tu es ton propre outil. Et il y a des gens qui ne savent pas utiliser cet outil-là qu'est le corps. Oui, c'est sûr, parce que moi j'ai l'impression que ça rentre en interférence en fait avec mes propres sensations, mes propres ressentis. Et donc oui, forcément. Et puis encore une fois, parce qu'on l'a déjà expérimenté lors d'enquêtes, c'est pas par exemple parce qu'un K2 s'allume, pour prendre un exemple vraiment le plus trivial possible, mais c'est pas parce qu'un K2 s'allume et que personne ne ressent rien qu'il se passe réellement quelque chose, et c'est pas parce que le groupe va ressentir quelque chose mais que le K2 ne s'allume pas qu'il se passe pas quelque chose. Ça, on l'a constaté sur toutes nos enquêtes. Le nombre de fois où on a vu des trucs, entendu des trucs, et le K2 il a 0, enfin... Il y a très très peu de moments où on a eu le tout, en fait. Entendre un phénomène... Jamais. Quand Là, tout de suite, j'aurais du mal à repasser toutes mes enquêtes, mais peut-être une fois... Le seul moment, peut-être, alors comme ça, hein, j'y pense comme ça, vite fait, c'est quand on était à Saint-Mexan, que moi, je vois le mec, machin, et que je crois que c'est Cécile qui a le K2 dans la main, et tu me dis, mais qu'est-ce que tu vois ? Et en fait, je décris ce que j'ai vu, le mec que j'ai vu au fond, et pendant que je décris, le K2 se met en marche deux fois. C'est vrai. Alors qu'il s'est pas mis en marche du tout la soirée, ni avant ni après, du coup. C'est peut-être la seule fois où on a eu... Mais est-ce que je peux me permettre de juste mitiger un tout petit peu votre discussion ? De la même façon que tu es surprise de voir qu'il y a des gens qui ont médium dans leur nom et qui te suivent, et de la même façon que toi tu penses que les gens vous prennent pour des huluberlus, moi je vais me mettre au milieu et je vais mitiger un petit peu tout ça, parce que moi ce que je vois, ce à quoi j'ai affaire sur mes réseaux, dans les gens qui me suivent, mon Patreon et tout machin, c'est vraiment un truc qui est au milieu. Et par conséquent, moi ça m'étonne pas que des gens puissent te suivre ou puissent me suivre, sachant que nous, c'est pas on croit pas à les médiums, mais c'est pas notre truc, on va avoir besoin de comprendre, de palper, de chiffrer, de calculer. Je pense que malgré ça, peut-être sans s'en rendre compte, notre discours, il reste quand même mitigé, dans le sens où on dit pourquoi pas, mais pas nous, tu vois. Donc ça m'étonne pas que certains médiums, comme par exemple toi, et ça répond à ce que tu dis, les gens se moquent un peu de toi et tout, et pourquoi est-ce que nous on est amis, c'est que même toi dans ta médiumnité, oui t'es un petit peu perché là où nous on l'est pas, mais t'es quand même très mitigé dans tes discours. Oui, bien et sûr. je pense que les médiums
auxquels tu fais référence, dont les gens se moquent, c'est pas toi. C'est vraiment les médiums qui vont venir te voir et qui vont te dire « Tu as l'esprit d'une petite fille qui maudit ta famille depuis 14 générations et elle n'aime pas que tu portes du jaune. » Voilà, tu vois. On pourrait peut-être pas avoir ces discussions. Moi, je sais que quelqu'un qui me fait ça, je vais pas le regarder dans les yeux et lui faire « Bitch. » Non. Mais je vais pas... La discussion va s'arrêter là. Je vais même pas chercher à, tu vois, à aller... Je vais l'écouter. Je vais en penser ce que j'en pense, enfin, peu importe, et puis elle dit ce qu'elle veut, mais ça va s'arrêter là. Mais autant nous, dans notre discours de chasseurs et de chasseuses de fantômes, que toi, dans ton discours plus spirituel et plus de médiumnité, on n'est vraiment pas dans des extrêmes, en fait. Et par conséquent, ça ne me surprend pas qu'on arrive bien à travailler ensemble, et que, effectivement, nous, il y ait des gens qui soient plus dans la spiritualité, qui nous suivent, parce que je pense que les gens comme toi sont une majorité du monde spirituel français, sauf que ceux qu'on entend tout le temps, c'est ceux qui crient plus fort que les autres, pour dire rien. Mais il faut pas oublier que ces gens en dessous, ils existent en fait. Et je pense peut-être, en vous écoutant, que finalement, ce clivage, il est peut-être pas si important qu'on croit en fait. Non, je pense pas. Hein, peut-être qu'on le sait pas, mais qu'il y a moyen en fait de mélanger déjà un peu tout ça. Ouais. En fait, c'est peut-être parce que je pense qu'on est aussi dans une société où, alors du coup, le factuel, le raisonné... on lui accorde plus d'importance que... pourtant, là, vraiment, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Non, ça, vraiment, je pense, en France, non. En tout cas, les chiffres le prouvent. Hein, le plus de chiffre d'affaires qui est engendré tous les ans, c'est au niveau de la voyance. Mais oui, puis le marché de la spiritualité, il explose. Enfin, allume ton TikTok, hein. Allume TikTok une demi-heure. Moi, TikTok, tous mes lives, je n'ai que ça. C'est des médiums. Je n'ai que ça. Et la voyance, mais regarde, c'est tout ce qu'on voit à la télé. Ceux qui viennent... Après, ça fait quand même 3 ans, 4 ans maintenant qu'il y a eu un espèce de boom de l'ésotérisme aussi, donc, avec les défauts de ses qualités. Voilà. Ouais. Et il n'y a qu'à voir, aujourd'hui, il y a un oracle ou un jeu de tarot qui sort tous les 3 jours. Je trouve ça absolument... Je suis désolée, mais je vais revenir là-dessus 2 secondes. Le peu de fois où il y a des hommes qui ont pris la parole dans votre secteur, et je ne donnerai aucun nom de directeur d'édition, c'est des gens qui ont foutu la merde. Oui. Donc laissez-les nous, on les gère. Bon, il y en a des biens aussi. Il y en a des biens, mais c'est ce qu'on disait avec les médiums, c'est pas eux qu'on entend. Mais, évidemment, c'est pas eux qu'on entend. Non, mais je suis d'accord. Mais après, voilà, c'était plus pour dire, effectivement, avec ce boom de l'ésotérisme, on va dire, il y a un peu tout et rien qui sort sur le marché. Et autant c'est bien que ça se démocratise, quand même un petit peu, tu vois, là-dessus je suis d'accord. Autant, le problème, c'est que... Voilà, pour trouver de la qualité, maintenant, c'est difficile, en fait. Quand tu vas, comme tu disais, dans un rayon d'une grande librairie généraliste, c'est difficile de trouver de la vraie qualité, honnêtement. De toute façon, déjà, pardon, mais quand tu sors un livre en 3 jours, bon, alors j'exagère un peu, là, je suis marseillaise, mais vous avez compris l'idée. Quand tu sors 5 ou 6 livres par an et 5 ou 6 oracles par an, sans viser absolument personne... c'est compliqué, quoi, tu vois, d'avoir des vraies choses de qualité, et du coup il y a des choses très généralistes, donc c'est très bien, parce que pour commencer il faut bien débuter quelque part, mais du coup il y a plus rien de vraiment très spécifique. Aujourd'hui, tu trouves que du généraliste, en fait. Fais-le, le spécifique. Fais-le. Ah oui, mais je peux pas... Déjà, je suis pas... voilà. Et comme son nom l'indique, il faut sa spécificité, quoi. Mais voilà, je regrette aussi un petit peu que oui, il n'y ait pas... Voilà... Il n'y a pas de la qualité, quoi, on va dire ça comme ça. Moi, il y a un truc que j'ai jamais vu, je comprends pas que tu l'aies pas fait. Il est où l'oracle du Père Noël? Ah purée, il est dans ma tête. Moi, je sais pas dessiner. Et les arcades mineurs, c'est des petits êtres de la forêt de la maison. Ouais. Alors moi, je fais un appel, je cherche un dessinateur parce que par contre, j'ai tout dans ma tête, mais moi, à part faire un oracle avec des bonhommes bâtons, c'est tout ce que je vais savoir faire. Ça peut avoir du style, avec un petit bonnet de Noël là. Donc voilà, alors après, si quelqu'un est chaud, moi je suis chaude. Hein, donc, je te rappelle qu'on a un projet déjà, je dois t'aider à faire un truc. On a un projet tous les deux, c'est vrai aussi. Comment j'ai été mis de côté. Ah là là. On s'en reparle après. D'accord. Tu pourras sortir de la pièce pour qu'on en parle librement. Allez, salut, merci à tous et bonne soirée. Ah là là. Écoutez, j'ai envie de vous lancer sur un autre sujet brûlant. On en pense quoi de l'ufologie? Pourquoi brûlant? Parce que je pense que c'est un sujet qui porte à débat aussi. Ah d'accord, ok, je croyais que tu voulais dire genre on en parle beaucoup en ce moment. Non, c'est chaud, ça brûle. D'accord. On en parle beaucoup. Quelle est la question? Est-ce qu'on y croit?
On y croit? Est-ce qu'on est passionné? Est-ce qu'on a déjà vu? J'ai déjà vu, passionné, j'irai pas jusque-là, mais ça m'intéresse assez pour lire des livres et écouter des podcasts. Et j'y crois, oui, bien évidemment. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des... Je peux pas te dire ce que c'est, puisque je sais pas ce que c'est. Mais j'ai vu... Tu veux que je te raconte ce que j'ai vu, c'est ça? Bah non, j'ai posé la question comme ça. Bah tu vas arrêter de poser la question. Bah, ça part en sucette, ce podcast. Ça part en On sucette. veut pas la réponse. On veut pas Allez, la réponse. J'ai vu un soir où j'étais avec mon ex-épouse à l'ancien hôtel, qui est un lieu d'enquête qu'on a fait plusieurs fois avec la nuit du chasseur. On a observé dans le ciel 2 lumières fixes, pas entourées d'autres lumières. On a vu comme 2 étoiles, imagine 2 étoiles, qui se sont fait la chasse pendant au moins 10 minutes, on les a regardés, et fait la chasse en allant extrêmement vite, qui était à la même distance que les étoiles, en allant extrêmement vite et en suivant des courbes. Et c'est ça qui nous a fait nous dire genre, oh mon Dieu, parce que si ces lumières étaient restées sur une trajectoire longiligne, oui, ça peut être un satellite, ça peut être plein de choses. Aucun satellite n'est capable de te faire un S dans le ciel en un quart de seconde, en fait. Et là, elle flottait, enfin, je connais aucun engin qui est capable de faire ça, et en plus, si c'était un engin humain, c'est hyper dangereux, parce que réellement, elle se faisait la chasse. Et on l'a observé pendant 10 minutes, et au bout de peut-être un peu plus, ça a disparu. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un truc où je me suis dit, ok, là c'est, je peux pas, avec les connaissances que j'ai, je peux pas trouver une autre explication. Donc c'est la seule fois que j'ai vu, mais ça m'a suffi. Et tout comme pour Cryptid, quelle est ta théorie? Est-ce qu'on est vraiment sur des personnes qui viennent d'une autre planète et qui viennent nous visiter, ou est-ce que ce serait interne à notre planète? Je suis au milieu des deux. Je suis au milieu des deux. Pour moi, ça tient la route. Qu'il y a un rapport avec nous, notre civilisation. Il y a des gens qui disent c'est nous dans le futur, on revient s'observer, etc. Ça fait sens. Ça ferait sens aussi. Alors, je ne crois pas au petit bonhomme vert. C'est bizarre. Bah, désolé. On croit au Bigfoot, on croit pas au petit bonhomme vert, bah c'est super. Bah oui, parce que le petit bonhomme vert, en fait, ce qui me dérange, c'est son côté humain. Et c'est le fait d'humaniser quelque chose dont on ne sait rien, en fait. Et c'est vrai que moi, je crois à des existences sur d'autres planètes. Je ne crois pas que ces existences aient obligatoirement, comme nous, 2 bras, 2 jambes, une tête et des yeux. Parce que, à nouveau, ça, c'est l'homme qui a dit ça, parce que l'homme se croit omniscient, tout-puissant, etc. Et que, du coup, on croit que, par conséquent, s'il y a quelque chose ailleurs, forcément, il va nous ressembler. Non. Moi, comme j'ai toujours dit, ça se trouve, les aliens, c'est des blobs. Et on n'en sait rien. Et ça veut pas dire qu'ils seraient pas capables de piloter des vaisseaux. C'est-à-dire, ça se trouve, c'est pas des vaisseaux. Ça se trouve, on croit que c'est des vaisseaux, mais c'est pas des vaisseaux. Et il y a ça qui me fait dire que... Enfin voilà, l'humilité un peu qui me fait dire, je vois pas pourquoi il y aurait vraiment des extraterrestres tels qu'on les pense. Et il y a aussi les phénomènes de mode dans l'ufologie, qui est très important. On le sait, dans les années 60-70, les soucoupes volantes, c'était vraiment des soucoupes. Après, dans les années 80-90, elles étaient plus triangulaires, etc., etc. Et à moins que la technologie de ces civilisations évolue tous les 20 ans et que leur soucoupe, leur vaisseau change de forme tous les 20 ans, pour moi, il y a quand même un fort effet de mode qui, du coup, décrédibilise un petit peu le truc. Voilà. Et les enlèvements? Tu vas trop loin là, je pense que je vois pas pourquoi j'y croirais pas, mais la façon dont j'y crois, c'est peut-être un enlèvement psychique. Je suis pas persuadée que des gens aient été, qu'il y ait eu un rapt et que tu vois un petit alien soit venu avec du chloroforme sur un coton et emmener des gens dans une soucoupe. Par contre, est-ce que je pense que s'il y a une intelligence ailleurs, elle est capable de nous imprimer dans la tête des idées? Oui. Ça, je le crois, ouais. Je vois pas pourquoi je le croirais pas d'ailleurs. En fait. Jusqu'à nous implanter des petites puces dans le corps? Non. Mais toujours pour la même raison, je vois pas pourquoi on serait si intéressant qu'ils iraient jusqu'à nous mettre des puces. Si les gars arrivent à voyager dans l'espace, ils ont rien à apprendre de nous en fait. Donc je vois pas pourquoi ils feraient ça. Enfin, pour moi, s'ils viennent nous voir, c'est pour se moquer de nous, tu vois. Ils viennent, ils regardent, ils font les bouffons internet, trop nul, et ils viennent seulement dans la fibre, tu vois. 52K. Voilà, ça s'arrête là, tu vois. C'est voilà. Et toi? Ouais.
Alors moi, évidemment, je crois en une vie extraterrestre parce que voilà, je vois pas pourquoi on serait tout seul sur les milliards de galaxies qui peuvent exister dans l'univers. Moi, je suis assez d'accord, effectivement. Je crois pas aux petits hommes gris de X-Files. Touche pas à X-Files, par contre, s'il te plaît. Il y a une limite, en fait. J'adore X-Files. Voilà, aussi, merci. Mais bon, voilà, je crois pas forcément en ça. Je serais très à l'aise avec l'idée de blob ou de choses comme ça. Enfin voilà, d'autres formes complètement différentes. Intelligentes. De toute façon, un blob, c'est intelligent à la base, donc bon, bien voilà. Moi, j'ai jamais rien vu, ou alors en tout cas, si j'ai vu, j'ai jamais fait attention. Donc, parce qu'après tout, pourquoi pas, tu vois, comme je m'y intéresse pas assez. En fait, ça m'intéresse énormément et je prends pas le temps, du coup, de m'intéresser à ce sujet-là, mais je trouve ça assez fascinant, effectivement, pourquoi est-ce qu'ils viendraient nous observer, enfin, tu vois, et puis pourquoi il y a des petits hommes verts qui viendraient d'une autre planète, qui nous survoleraient, puis qui feraient jamais rien d'autre, en fait, que nous survoler. Je trouve que c'est un peu... on est peut-être leur zoo. Bizarre. Ça ouais, peut-être. Tu sais, le mercredi, ils sont là, ouais. qu'est-ce qu'on fait, les enfants? En fait, la Terre est une cage. Ouais, on ne le sait pas, mais la Terre est une cage. Donc voilà, mais oui, bien sûr que je vois pas pourquoi il y aurait que chez nous qu'il y aurait une forme de vie... Enfin voilà, il y a tellement d'autres milliards de galaxies et de choses qu'on n'a pas explorées. Donc oui, pourquoi que nous? Et j'ai plein de choses à dire. T'as vu comment elle se prépare depuis tout à l'heure? Elle est là, genre ça va être mon moment. Allez, It's going now. It's going now. À quel Qu'est-ce que tu as déjà vu? Alors, raconte-nous. est-ce que vous avez vu le film Nope? Oui. N-O-P-E? Ouais. Nope, je l'ai pas vu. Ah Désolée, il fallait que quelqu'un me fasse. Ah là, je peux pas te spoiler malheureusement, il faudrait que tu le vois, mais malheureusement avec mon histoire, je vais un peu te spoiler quand même. Je sais pas si tu le sais, mais je ne regarde pas de film, donc tu peux me spoiler, je ne vais pas le regarder. En gros, dans le film, les extraterrestres se cachent dans des nuages. Et en gros, tu ne vois jamais les extraterrestres, tu vois des nuages se déplacer et avaler des gens. Bon bref, je te la fais très courte, c'est un film qui est extrêmement cool. Très différent de tout ce que tu as pu voir en termes de films d'horreur, il est vraiment très cool. D'accord, mais Tom Cruise, il arrive quand? Il arrive jamais. Et donc, c'était moi il y a quelques années, j'étais sur mon balcon en train de fumer. Pleine ville, ok. C'était une soirée assez nuageuse, c'était la nuit. Et il y avait du vent, ok, ça vous dresse un peu le cadre. Donc les nuages, je les voyais se déplacer. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez... j'adore regarder le ciel. Dès que je suis à l'extérieur, tout le temps, et je bloque comme ça, et je regardais les nuages passer. Puis à un moment, je vois un seul nuage passer très très vite, mais complètement à l'inverse des autres nuages. Et en fait, sur le coup, parce que à l'inverse des autres nuages. Ouais, wow. Je sais pas pourquoi, mais sur le coup, je me suis dit, putain, il va vite ce nuage. Et c'est seulement genre 5 minutes après que je me suis rendu compte que c'était impossible, parce que tous les nuages allaient dans une direction, et que ce nuage un peu plus compact était passé comme ça. Et en fait, quand j'ai vu Nope, parce que ça c'était il y a peut-être 7-8 ans, je me suis dit, mais c'est un truc de fou cette histoire. Alors Nope, c'est une fiction totale, hein, c'est inspiré d'aucun fait réel et tout. Je me suis dit, c'est quand même un truc de fou. Et l'histoire s'arrête là, parce que j'ai rien d'autre. Il y avait pas. J'avais regardé le lendemain s'il y avait des gens qui avaient vu ça. Ah non, j'allais te dire, est-ce machin. que t'as fouillé s'il y avait pas un phénomène météorologique qui. Alors j'ai peut-être mal cherché, mais en effet, j'ai pas vu de gens qui disent avoir vu des aliens sous forme de nuages. Donc j'étais un peu déçue. Non, mais je veux dire un phénomène météorologique normal qui fasse qu'un nuage aille. Et ça n'existe pas. Non. Ok, intéressant. Très intéressant. Ouais. Mais ça s'arrête là. Et du coup, une autre fois, et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'était à l'abbaye de Fontaine-Guérard, j'étais en enquête avec mon frère. On était, je crois, dans la chapelle. Et on avait entendu du bruit du côté du jardin. Je vous le retrace parce que comme ça vous pouvez le retracer un petit peu. Et on va voir et tout, machin. Donc pleine nuit, évidemment, on est en enquête, il y a que nous deux. Rien dans le jardin. On repasse en dessous l'abbaye pour arriver à l'entrée normale, ok. Et là, on était sur une soirée très étoilée, très beau ciel, machin et tout. J'arrive, et là, devant moi, je vois 3 étoiles parfaitement alignées. Jamais j'ai vu ça de ma vie, tu vois. Des fois, elles font des formes, machin, mais toutes droites comme ça. Je regarde, je dis à mon frère, alors, il faudrait que je retrouve le film, mais filme à ce moment-là, en fait. Je fais, Julien, regarde et tout, elles sont pas trop bizarres, les étoiles et tout. Et du coup, il essaye de zoomer dessus et tout, machin. Les étoiles disparaissent, elles réapparaissent en triangle. D'accord. Ça reste comme ça, je fais what the fuck et tout, on bloque vraiment dessus en disant putain c'est chelou non. C'est toujours un peu dans le déni, ouais. C'est bizarre ou pas. Et puis là elles redisparaissent tout court.
Et voilà, le phénomène s'arrête là, c'est comme le nuage, il n'y a rien de plus. Et c'est drôle parce que tu vois, on avait déjà eu cette discussion qui est très intéressante, qui était que parfois dans les lieux qui sont présumés hantés, il y a aussi souvent des témoignages par rapport à l'ufologie, des observations d'UFO, et qui laissent à penser, est-ce que du coup, il y a un lien par rapport à tout ça? Est-ce que du fait qu'il y ait des forces telluriques, ça favorise les phénomènes paranormaux et ufologiques, et du coup, est-ce que tout est lié, tu vois? Non, je ne sais pas si tes recherches sont allées jusque-là, mais il y a aussi énormément de témoins de gens qui ont vu un ovni et 2 minutes après ont vu un Bigfoot. Et tu savais pas? Absolument, si. C'est très très lié. Et par conséquent, il y a des gens qui pensent même que Bigfoot vient d'une autre planète. J'allais te le demander tout à l'heure. Bigfoot, t'en penses quoi toi du coup ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le seul truc ça dit, ouais. Hein, ça le seul truc qui me dérangerait, ce serait à nouveau pourquoi, ou alors est-ce qu'une civilisation aurait volontairement créé une bête qui nous ressemble en fait, tu vois? C'est ça. C'est qu'à nouveau, on est sur un être qui a 2 bras, 2 jambes, donc ça me dérange un peu. Mais après, franchement, pourquoi pas? Et il y a des gens qui se servent de ça pour dire justement, c'est pour ça qu'on n'a pas d'excréments, c'est pour ça qu'on n'a pas de corps, ce genre de choses. C'est parce qu'en fait, ils apparaissent et ils disparaissent avec des ovnis, en fait. Ok. C'est intéressant aussi. Du coup, c'est intéressant une fois de plus que tout soit lié. Moi, en fait, ce qui va me fasciner dans l'ufologie, c'est que je pense que c'est la souche qu'on prend le plus au sérieux. C'est-à-dire que c'est là où il va y avoir le plus de scientifiques. Il y a même des gens issus de différents gouvernements qui vont participer, qui vont donner leurs témoignages, des aviateurs, des gens toujours très importants. Et en fait, on consacre une grande place à l'ufologie, au même titre que ces derniers mois, finalement, on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de révélations qui, pour moi, n'en étaient pas, mais du point de vue américain. Et c'est toujours ce que j'ai trouvé ça impressionnant pour cette souche-là en tout cas, et je peux comprendre que ça fascine les gens parce qu'on frôle un petit peu tout ce côté science-fiction qui est peut-être un peu plus sexy que le fantôme en effet, qui donne en effet cette envergure de oui, il y a de la vie ailleurs, oui, alors la preuve est là, on peut voyager sur des milliers d'années-lumière, des choses comme ça. Moi après j'ai un double problème qui est que j'adorerais pouvoir m'y intéresser plus et je n'y arrive pas. C'est-à-dire que ça va vite m'emmerder. C'est assez rébarbatif l'ufologie. Ça c'est à nouveau beaucoup de vieux scientifiques blancs de 50 ans qui s'auto-congratulent de savoir calculer la vitesse de la lumière. Que ça brasse beaucoup d'air. En fait. Oui, c'est ça. C'est beaucoup moi je sais, moi je sais. Oui, machin, oui, regardez cette vidéo, oui. Et alors, d'accord. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Et tu l'as dit, moi, ce qui me gêne aussi énormément, c'est le fait que tout soit compréhensible pour un cerveau humain. En effet, ces êtres, ils nous ressemblent beaucoup, si ce n'est qu'ils sont verts et qu'ils ressemblent à des sortes de créatures. Ils volent dans des engins qu'on pourrait très bien dessiner, très simplistes, et ça ressemble beaucoup trop à la compréhension d'un cerveau humain. Et si ça vient d'une autre planète, à savoir que déjà pour comprendre les galaxies, je pense qu'il faut un cerveau plus, comment il est possible qu'on puisse les reconnaître? Comment il est possible qu'on puisse les mémoriser? Pour moi, en fait, je pense que si un jour ils viennent nous visiter, et déjà, pourquoi ils viendraient nous visiter? En effet, cette question, elle est importante. Alors, bien sûr, par curiosité, s'ils peuvent aller sur toutes les planètes, on peut... Comme on se disait, comment elle s'appelle cette série Stargate? Oui. Stargate, ils vont sur toutes les planètes, voilà, oui, pourquoi pas, ils viennent sur cette planète, ils voient un petit peu ce qui se passe, ils se barrent parce que c'est nul, tu vois. Mais je pense qu'on en fait tout un foin qui part d'une évidence que oui, il y a de la vie ailleurs parce qu'il y a des milliards de galaxies. Est-ce que vraiment on vient nous visiter? J'en suis pas sûre. Est-ce que c'est une évolution de nous? Je t'avoue que ça a été ma théorie pendant longtemps et ça l'est peut-être encore un petit peu. Après, une fois de plus, ce serait généraliser tous les phénomènes et j'ai pas envie qu'on tombe là-dedans, mais je pense qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes et à la fois, quand je vois qu'il y a des astronautes et des gens machins qui en parlent comme si en effet c'est des gens qui venaient vraiment de l'espace, je t'avoue que ça me perd un peu. Parce que du coup, en fait, je me dis, ce débat, il sert à quoi? Tu vois? Je pense que de la même façon, tout à l'heure, on essayait de faire un peu une sorte de différence dans le monde de la spiritualité et de se dire, il y a les gens comme toi, par exemple, qui vont vraiment s'intéresser, communiquer, partager, faire des recherches, toujours dans la spiritualité, mais qui sont déjà... Et puis, tu as ceux du dessus qui te sortent des trucs... bon, bref. De la même façon, est-ce qu'il n'existe pas ces gens, comme c'est ceux qui font le plus de bruit, c'est ceux qu'on voit, mais ils représentent 5% du monde de l'ufologie, et il y a peut-être tout un autre
petit monde, entre guillemets, quand je dis petit, c'est dans le sens où ce monde a moins de visibilité publique, qui lui cherche vraiment, et effectivement passe pas son temps à dire oui mais moi j'ai un diplôme de Harvard en spatiologie, je sais pas quoi, enfin tu vois, ça se trouve, enfin c'est pas ça se trouve, c'est quasiment sûr, ces gens-là ils existent en fait, mais peut-être qu'on n'y a pas accès, parce qu'il faut commencer à vraiment faire des recherches, et comme tu dis, quand on commence à s'y intéresser, c'est pas sexy quoi, l'ufologie, hein. Non, c'est pas sexy. Après, je pense que ça l'est pour beaucoup d'autres mondes, hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, mon truc à moi, c'est vraiment les hantises et tout ça. Et je pense qu'à un moment, on n'est pas performant si on est à fond sur tout. Parce qu'on peut pas. De toute façon, c'est beaucoup trop. On n'a pas tout ce temps-là dans une vie. Mais j'avoue que j'ai toujours été impressionnée par le fait qu'on y consacre autant de sérieux, alors que pour moi, c'est autant what the fuck que tout le reste, en fait. Et que ça a toutes les tendances et tous les défauts des autres souches du paranormal. Mais après, on part une fois de plus sur une théorie généraliste et qui est qu'en effet, oui, il y a probablement de la vie ailleurs, et encore, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est juste l'idée de se dire, c'est tellement immense que bien sûr qu'il y a de la vie ailleurs, bien sûr. Oui, ouais, c'est ça alors, en fait. Et après, qu'est-ce qu'on en sait ? Non, bien sûr qu'on sait pas. Non, on sait pas. C'est juste que tu te dis... on serait à nouveau, on aurait un ego surdimensionné pour dire il y a de la vie que chez nous. Enfin, c'est impossible, c'est ça. Quoi. Mais après tout, une fois de plus, comme vous me disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui te prouve pas que c'est des fantômes, bien sûr. Il n'y a rien qui démontre aujourd'hui qu'on n'est pas seul. C'est juste que la possibilité, il n'y a pas de raison de la fermer. Non, après, je suis d'accord. Non, je suis... Oui. Moi, je vote pour des extraterrestres à l'image de Predator et d'Alien. Voilà, alors, on est un peu dans la merde. Voilà, c'est-à-dire que si tu pouvais nous garder en vie... elle a souvent des idées comme ça d'extermination. Ils sont à la dérive, en fait. Ils viennent pas coloniser la Terre, ils sont à la dérive dans leur vaisseau. Ils savent pas quoi faire pour rentrer chez eux, surtout les pauvres, les plus chers. Ils nous demandent de l'aide sans arrêt. Ils disent, mais comprends rien, c'est taré du à chaque fois qu'ils passent près de la Terre, ils sont là... Et voilà, putain, j'ai vu des lumières faire des S dans le ciel. Ah, mais ils sont cons ou quoi, putain. Chacun un truc. Non, moi j'espère qu'ils ressemblent à ceux dans Toy Story. Ah, le grappin. Ce serait trop mignon. Bon, et bien voilà pour ce podcast qui est très très long, et j'espère que ça vous a plu. Putain, mais même pas. Quoi ? Mais je croyais que ça faisait beaucoup plus long que ça. Je vois pas. 1h29 1h30. Ah bon ? Mais oui. 1h30 Mais j'ai l'impression que ça fait 2h30 qu'on parle là. Je t'ai dit, il faudra faire une partie 1, une partie 2. Ouais, c'est clair. Je pense que je vais pas trop faire de cut. Je vais le laisser brut. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà, qu'on se retrouve déjà tous les trois, parce que ça n'arrive jamais, qu'on débatte un petit peu de tous les sujets. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude et à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça, à nous donner... peut-être un petit partage de vos expériences, ça serait très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, ma chère Julie, si les gens te cherchent sur les réseaux ? Sur Instagram, Julie est un toutou. Non, ça ne change pas. Non, comme d'habitude, je reste là, j'y suis bien. Parfait. Je ne changerai jamais. Parfait. River James, où est-ce qu'on peut te retrouver ? River James sur tous les réseaux, TikTok, Threads, Facebook, Instagram, YouTube, River James Fantôme tout attaché, Fantôme Phantom. Parfait. Et toi, Vanessa ? Ah oui, alors allez sur Vanessa Paranormal Life sur Instagram. Là, il y a un lien Linktree qui vous permettra de tout retrouver. Ce sera beaucoup plus simple. Si vous voulez nous rejoindre sur les nuits Ghost Hunt, comme celle qu'il va y avoir demain, alors demain c'est complet, de toute façon ce podcast sera déjà sorti, mais pour une future nuit Ghost Hunt, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site web nuitghosthunt.com. Et puis voilà, en termes d'actu, il y a aussi l'Instagram du podcast qui est whoyougonnacall-podcast. Voilà, moi j'ai tout dit. Merci à vous deux. Merci de m'avoir invité. Absolu. Ça faisait trop longtemps, c'était trop bien. Je vous aime. Oh là là, oui. Est-ce que tu peux les donner au petit peuple de la maison qui viennent nous les amener, s'il te plaît ? Toi aussi, je vous aime. Putain. Bisous à tous, à bientôt, ciao.